Le chaos éclate alors que d'imposantes bêtes blindées avancent, provoquant une bousculade désespérée de la foule pour se mettre à l'abri. La peur et l'urgence s'emparent de tout le monde alors qu'ils fuient la menace écrasante qui se rapproche derrière eux. Alors que la monstrueuse bête blindée frappe, un homme crie désespérément à tout le monde de s'enfuir, un enfant s'accroche à son parent, les larmes coulant sur son visage, criant de panique alors que le chaos se déroule autour d'eux. Les bêtes monstrueuses continuent leur assaut implacable, leurs formes rougeoyantes projetant une lumière étrange sur le chaos en bas. Les gens s'éparpillent dans toutes les directions, désespérés d'échapper à la menace écrasante qui se referme de tous côtés. D'en haut, la terrifiante créature blindée observe la ville sombrer dans la panique et le désordre. Le visage en forme de crâne de la bête blindée se tord en un ricanement terrifiant, son œil brillant d'une énergie féroce, des flammes bleues tourbillonnent autour de sa forme, intensifiant son aura sinistre alors qu'elle laisse échapper un rugissement à donner le frisson. La présence écrasante de cette entité monstrueuse annonce une destruction imminente. Au milieu du chaos, une femme serre étroitement un enfant contre elle, fuyant dans la rue alors qu'un vortex tourbillonnant de flammes bleues surgit derrière eux. La monstrueuse créature blindée se rapproche, son aura de feu menaçant de tout engloutir sur son passage. Le désespoir alimente leur fuite alors que la force mortelle se rapproche implacablement. Au milieu des flammes bleues tourbillonnantes, une silhouette tend une main tremblante, murmurant l'ordre désespéré de courir. En bas, un jeune garçon appelle, sa voix remplie de peur et d'urgence, implorant sa mère. La tension entre l'espoir et le désespoir pèse lourdement dans l'air. Au milieu de la foule, une fille aux cheveux roses remarque que le garçon à côté d'elle est perdu dans ses pensées et l'appelle, inquiète de son regard lointain. Il évacue rapidement la question, insistant sur le fait que ce n'est rien. La fille aux cheveux roses se tourne brusquement, ses yeux se rétrécissant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude alors qu'elle interroge le garçon d'un simple et direct « Vraiment ?» Son ton suggère qu'elle n'est pas totalement convaincue par son déni. Pris au dépourvu, le sang-froid du garçon se fissure alors qu'une seule larme s'échappe, révélant la douleur qu'il cachait. La question perçante de la jeune fille transperce sa façade, le forçant à affronter les émotions qu'il a tenté de nier. Le monde a changé lorsque les bêtes de catastrophe sont apparues, forçant certains humains à éveiller des pouvoirs pour riposter. Il y a 10 ans, la plus grande attaque à Blue River a déclenché la guerre de la traversée du fleuve, où des guerriers éveillés se sont unis pour repousser les bêtes, bien que les attaques aient diminué. La récente poussée de monuments descendants signale qu'un autre conflit massif pourrait être imminent. Le garçon écoute tranquillement tandis qu'un autre personnage révèle l'identité d'Izumi Nanto, le puissant commandant en chef du continent Nord. La révélation surprend le garçon, soulignant sa méconnaissance d'une personne aussi influente de sa propre patrie. Le garçon se rappelle son impression vague et étrange d'Izumi Nanto, s'attendant à un vieil homme mais le trouvant bien plus inhabituel. Son compagnon explique que malgré les apparences, Izumi a été le premier éveillé et la clé de la connaissance de l'humanité sur les monuments et les bêtes de catastrophe. Ils ajoutent que l'élève d'Izumi, Tewajin, détient le titre prestigieux de « Lumière de l'humanité » et est le guerrier éveillé le plus fort. Une silhouette mystérieuse vêtue de robes sombres et menaçantes apparaît, exhortant tout le monde à éveiller ses pouvoirs et à se consacrer à la lutte contre les bêtes de catastrophe. Sa présence imposante signale un appel aux armes, soulignant l'urgence de la menace imminente. Le garçon s'émerveille devant le monument s'élevant du sol, se demandant s'il s'agit de magie. Son compagnon, rempli de ferveur, l'exhorte à se concentrer sur la véritable merveille et prie passionnément pour devenir un éveillé, emporté par l'excitation débordante. L'excitation déborde lorsqu'un ami dit avec impatience à Itsuki qu'ils ont enfin une chance de devenir des éveillés. Itsuki, cependant, reste silencieux et en retrait, son visage assombri par une profonde réflexion. La tension se rompt lorsqu'un ami saisit l'épaule d'Itsuki, l'exhortant à ne pas rester à la traîne. Pendant ce temps, une fille lui dit anxieusement de se mettre correctement en ligne, soulignant l'urgence et le chaos du moment. Une détermination féroce s'allume dans ses yeux alors qu'il déclare que le jour tant attendu est enfin arrivé, signalant un moment charnière sur le point de se produire. Un candidat ne parvient pas à s'éveiller, ce qui pousse l'examinateur à appeler le suivant. Les observateurs expriment des doutes, notant que même l'athlète ayant battu tous les records n'a pas pu réussir, les laissant convaincus qu'ils n'ont aucune chance non plus. L'examinateur, inflexible et sévère, appelle le candidat suivant d'un commandement sec. La jeune fille, visiblement nerveuse et en sueur, s'avance avec hésitation, se préparant à ce qui va arriver. La frustration et l'incrédulité se propagent dans le groupe car personne n'a encore réussi à s'éveiller. La tension monte avec un appel sec pour le prochain candidat, tandis que des doutes commencent à faire surface quant à leur chance, jetant une ombre sur le destin de toute l'école.
La voix de l'examinateur transperce la tension montante alors qu'il appelle brusquement le nom du prochain candidat, Washi Hikaru. Le moment est lourd d'anticipation, tous les regards sont désormais fixés sur le nouveau venu. Un avertissement tendu traverse la pièce, si la brute habituelle s'éveille, ils seront confrontés à un grave danger. Les camarades de classe inquiets échangent des regards malaisés, leur anxiété augmentant. Soudain, une voix brise la tension, attirant l'attention sur quelque chose qui se passe avec le monument. Avec un sourire déterminé, le nouveau venu active son pouvoir, confiant qu'Izumi Nanto et la mystérieuse beauté à ses côtés le reconnaîtront enfin. Son statut d'élémentaliste doté d'un don de foudre est révélé, déclenchant une poussée d'énergie autour de lui. Pendant ce temps, une voix annonce calmement qu'ils ont enfin trouvé un candidat. Une analyse pointue révèle que si la valeur moyenne des statistiques totales au niveau 0 est de 5, le score étonnant de ce candidat atteint 12. Malgré ce chiffre impressionnant, l'observateur reste prudemment pragmatique, admettant que c'est toujours mieux que rien. Avec un sourire triomphant, le nouveau venu défie Izumi Nanto, le premier éveillé, le mettant au défi de répondre. La foule regarde intensément, la tension est palpable alors que le moment exige une reconnaissance, des confettis voltigent autour, soulignant la confrontation dramatique qui se prépare. Un observateur au regard aiguisé révèle l'émergence rare et redoutable de la classe, Order Breaker, briseur d'ordre, un phénomène qui n'apparaît que dans des circonstances extraordinaires, avec un mélange d'intrigue et d'anticipation prudente. Il exprime une curiosité avide quant au véritable potentiel de ce pouvoir nouvellement éveillé. Une vague de confusion et d'incrédulité envahit l'homme plus âgé, son visage contracté par le choc. Pendant ce temps, le protagoniste se retrouve entouré d'une mystérieuse aura bleue incandescente, remettant en question son propre éveil alors qu'il tente de donner un sens à cette nouvelle réalité étrange. Le protagoniste acquiert soudainement la compétence de rang Z, Over Mimsy, signalant un bond monumental en puissance. Simultanément, le don de grade spécial, Nirvana, s'active, augmentant toutes les statistiques d'un nombre incroyable de 200 points, marquant un tournant dramatique dans la bataille. Les statistiques du protagoniste montent en flèche instantanément, chaque attribut attaque, agilité, défense et magie passant de 0 à un score étonnant de 2 cents. Cette augmentation sans précédent culmine en une augmentation de puissance totale de 8 cents, signalant une transformation dramatique de ses capacités de combat. Une étincelle de clarté illumine le visage du protagoniste alors qu'il réalise le véritable pouvoir de sa nouvelle compétence. Avec Over Mimsy, il peut devenir de plus en plus fort grâce au boost de Nirvana, même sans monter de niveau. Bien qu'incertain de l'ampleur exacte de cet éveil, il est convaincu que cette voie le rendra redoutable à sa manière unique. Avec une nouvelle confiance rayonnante, le protagoniste serre le poing et déclare sa résolution d'anéantir les bêtes de catastrophe. Il n'y a plus de doute dans son esprit et il est véritablement devenu un éveillé, prêt à affronter les défis à venir. Le choc et l'incrédulité se propagent parmi les spectateurs alors qu'ils sont témoins de la puissance écrasante du protagoniste. L'un d'eux s'exclame qu'une telle force est impossible, tandis qu'un autre s'émerveille de l'incroyable niveau de ses statistiques pour un nouvel éveillé. Une troisième voix reconnaît solennellement que, malgré l'incrédulité, ce garçon se classe parmi les plus grands nouveaux éveillés de l'histoire. L'écran de statut du protagoniste révèle sa classe fixe unique d'Order Breaker, avec toutes les statistiques de base attaque, agilité, défense et magie au maximum de manière égale à 2 cents, pour un total incroyable de 800 points. Bien que son niveau reste à 0 et que des détails clés comme son grade spécial et ses compétences ne soient pas divulgués, l'équilibre et la force écrasante de ses statistiques ne laissent aucun doute sur son potentiel extraordinaire. La foule éclate d'étonnement en voyant les statistiques de Tama monter en flèche d'un seul coup. L'excitation et la fierté remplissent l'air, certains ne pouvant croire que leur école compte quelqu'un d'aussi extraordinaire parmi eux, même les professeurs sont stupéfaits par l'ampleur de son pouvoir. La fureur d'un rival s'enflamme alors qu'il bouillonne, se sentant éclipsé et dépouillé des acclamations qu'il estime lui revenir de droit. La foudre crépite autour de lui, reflétant la tempête de jalousie et de rage qui brûle dans ses yeux. La compétence cachée du rival, Silver Serpent, serpent d'argent, est détectée, déclenchant la mystérieuse capacité, Over Mimsy. Alors que le système commence à analyser ce pouvoir, la tension monte avec une barre de progression bloquée à seulement 27%, l'orage d'éclairs autour de lui s'intensifie, signalant le potentiel dangereux sur le point d'être libéré. L'analyse par le système de la compétence, Silver Serpent, du rival progresse rapidement, passant de 27% à plus de la moitié à 57%, puis grimpant vite à 69%, le regard intense du rival transperce les éclairs crépitants,
signalant qu'il est prêt à libérer toute la force de son pouvoir. La tension monte alors que le danger tapi dans cette compétence devient de plus en plus imminent. La confusion se répand parmi les spectateurs lorsqu'ils réalisent que Tenma a soudainement disparu. Un éclair d'électricité a été le seul signe avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. La panique monte alors qu'ils cherchent désespérément tout signe de l'endroit où il pourrait être. L'analyse du pouvoir du rival par le système grimpe à 88%, juste au moment où une silhouette imposante et incandescente surgit de manière menaçante derrière un spectateur terrifié, figé par la peur. L'homme réalise trop tard que la menace est juste derrière lui, paralysé et incapable de bouger. La silhouette sinistre se profile derrière l'homme terrifié, ses yeux rouges perçants transperçant l'obscurité alors qu'il l'avertit froidement que d'être né humain lui a épargné un sort bien pire. Avec une poigne glaciale sur l'épaule de l'homme, il déclare que s'il avait été une bête de catastrophe, il l'aurait tué 100 fois. Alors que le niveau de puissance atteint 94%, une silhouette se moque d'Washi pour avoir perdu son sang-froid, riant de son apparente faiblesse. Un autre avertit de se taire, craignant les conséquences si leur ennemi les surprend. Le protagoniste se tient calmement alors que son analyse de puissance atteint 99%, entouré d'une foule qui l'observe avec émerveillement. Il note que le rancé de la compétence explique probablement la rapidité de l'analyse, suggérant son contrôle et sa confiance croissant. Alors que la lueur sinistre s'intensifie à nouveau, un homme le fait remarquer nerveusement, tandis que son compagnon ajuste ses lunettes de soleil avec assurance, prêt à affronter ce qui va suivre. Le protagoniste réalise qu'il est transporté de force dans cet espace étrange chaque fois qu'une analyse se termine, alors que le système confirme l'achèvement de l'analyse du « Silver Serpent », il acquiert la nouvelle compétence « Thunderbreaker », briseur de tonnerre, qui augmente son agilité et offre de puissants effets d'absorption de foudre et de guérison. L'énergie électrique crépite violemment autour du protagoniste alors qu'il se tient les bras étendus, entièrement enveloppé d'une aura bleue rayonnante. L'atmosphère chargée palpite d'une puissance brute, signalant l'activation de sa nouvelle compétence. Les spectateurs regardent en silence, stupéfaits, captivés par cette démonstration de force écrasante. Les spectateurs sont stupéfaits de voir Tenma désormais complètement enveloppé d'éclairs, son aura électrique dépassant de loin celle d'Washi en éclats. Un homme peine à comprendre comment Tenma a pu apprendre une compétence aussi puissante, son incrédulité se lisant sur son visage. La tension monte alors que tout le monde tente de réaliser cette démonstration de puissance nouvelle. Les statistiques du protagoniste augmentent à nouveau, chaque attribut attaque, agilité, défense et magie passant de 2 cents à 210, sa puissance totale passe de 8 cents à 840, reflétant le boost immense accordé par sa nouvelle compétence. L'énergie électrique tourbillonnant autour de lui s'intensifie, soulignant la montée spectaculaire de sa force. Le ciel s'assombrit soudainement, prenant tout le monde au dépourvu alors que les gouttes de pluie commencent à tomber. Un homme remarque qu'il faisait beau il y a quelques instants, tandis qu'un autre s'interroge sur cette pluie inattendue. Le changement de temps ajoute à la tension croissante dans l'air. L'annonce retentit à travers le chaos, le rassemblement de toute l'école est annulé, et tout le monde doit évacuer immédiatement comme lors des exercices. Réalisant le danger, le protagoniste reconnaît qu'ils sont la cible, une camarade, la panique dans la voix, exhorte tout le monde à s'échapper car se battre n'est pas leur point fort. Au milieu de la pluie tourbillonnante et de la tension, une silhouette mystérieuse exhorte les autres à ne pas fuir, soulignant que le garçon au centre reste calme et serein. Sa confiance contraste fortement avec la panique croissante autour d'eux. Une ombre sombre et sinistre enveloppe le visage du protagoniste, un seul œil rouge flamboyant transperçant l'obscurité alors qu'il déclare avec une résolution glaciale « Je les exterminerai jusqu'au dernier ». L'intensité de son vœu donne un frisson à ceux qui l'entourent, soulignant la gravité mortelle de la situation. La peur s'empare des élèves alors qu'ils supplient le protagoniste de s'enfuir, l'avertissant qu'il mourra s'il reste. Il lui rappelle que malgré son éveil récent, il n'est toujours pas de taille face aux ennemis et l'exhorte à laisser le combat aux autres. Le protagoniste croise leur regard inquiet avec une détermination tranquille, sa voix ferme alors qu'il dit simplement « Faites-moi confiance ». Malgré la tension, son assurance calme transperce la peur, laissant entrevoir une confiance inébranlable en ce qui va arriver. La tension monte d'un cran lorsqu'un élève en attrape un autre par le col, l'avertissant de ne pas les blâmer s'il meurt. La voix de la jeune fille tremble de peur et d'incrédulité, se demandant s'il est vraiment sage de laisser le protagoniste affronter seul un ennemi aussi terrifiant et une force de destruction monstrueuse. Un sourire glacial s'étire sur le visage du protagoniste, son œil brillant d'une lumière rouge féroce alors que la pluie tombe autour de lui. Derrière lui, les élèves effrayés s'enfuient,
mais sa voix transperce la tension avec une sombre résolution, mon premier ennemi après être devenu un éveillé est. Une détermination féroce s'allume en lui alors qu'il déclare son véritable ennemi, celui responsable de la mort de ses parents, la foudre crépite autour de lui, amplifiant sa résolution alors qu'il se prépare à affronter cet adversaire obsédant de front. Le protagoniste invoque un imposant soldat squelette enveloppé de flammes bleues étranges, ses statistiques et capacités affichées bien en vue, un don impressionnant doublant la défense et une puissante compétence Bonfire, feu d'os, la présence intimidante du guerrier squelettique le surplombe, signalant l'allié redoutable qu'il commande désormais dans sa quête de vengeance. Une détermination féroce s'enflamme en lui alors que l'énergie électrique crépite autour de son corps, les yeux flamboyants, il jure « Je ne laisserai pas », prêt à déchaîner son pouvoir contre la menace imminente. Avec un rugissement féroce, l'ennemi monstrueux attaque, mais le protagoniste contre-attaque avec une décharge dévastatrice d'éclairs crépitants, frappant avec une force implacable, sa voix résonne d'un vœu désespéré, quiconque d'autre mourir, alors que la bataille atteint un tournant critique. Le choc se propage parmi les spectateurs lorsqu'ils réalisent qu'une recrue, à peine éveillée, vient d'envoyer une terrifiante bête de catastrophe de niveau 8 s'écraser contre le bâtiment de l'école d'un seul coup foudroyant, la puissance pure affichée défie toutes les attentes, laissant tout le monde stupéfait. Le personnage sinistre explique que malgré la vitesse et la puissance inégalée du garçon, vaincre un soldat squelette reste impossible, ses ennemis possèdent deux capacités dangereuses, l'une qui booste leur défense, et une autre appelée Bonfire, feu d'os, une compétence mortelle qui incinère tout ce qu'elle touche. Alors que la compétence mortelle Bonfire l'engloutit, le système d'analyse du protagoniste s'emballe, traitant rapidement la puissance de l'ennemi, il réalise que la vitesse d'analyse s'accélère chaque fois qu'une compétence ennemie l'affecte directement, poussant la progression bien au-delà de la moitié. Entouré de flammes bleues tourbillonnantes, il reste résolu, prêt à affronter la menace brûlante de front. L'expression de la femme devient sérieuse alors qu'elle révèle la terrifiante vérité, même un éveillé de niveau 10 serait instantanément vaincu par un coup direct du Bonfire, la menace à laquelle ils font face dépasse les limites ordinaires. Englué dans les flammes bleues brûlantes, le protagoniste réfléchit à la dure réalité d'un génie abattu par une bête de catastrophe avant d'avoir atteint son plein potentiel, malgré l'intense sensation de brûlure qui déchire son corps, il reste calme et introspectif, acceptant la douleur avec une résolution tranquille. Son système d'analyse continue de traiter rapidement, dépassant les 80% alors qu'il endure le tourment. Un regard aigu et intense scrute à travers une étroite ouverture, remplie d'inquiétude et de suspicion, la voix demande si Tama Itsuki a véritablement libéré toute sa force, suggérant une réserve de puissance cachée encore non révélée. Une déclaration glaciale transperce les flammes, une fois l'analyse terminée, le protagoniste en aura fini, la moitié de son corps révèle une forme squelettique enveloppée de feu bleu, son œil rougeoyant brûlant d'une intention meurtrière alors qu'il se prépare à porter un coup décisif. Les observateurs regardent avec admiration la fleur de lotus bleu réapparaître, suscitant l'espoir que Tama puisse dévoiler un autre miracle étonnant, leur excitation se mêle à l'incrédulité, sentant que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Les spectateurs éclatent de soulagement et d'espoir, émerveillés que le protagoniste soit toujours en vie, leur excitation grandit car ils croient qu'il a une réelle chance de s'en sortir, qualifiant son rétablissement complet de véritable miracle. Le choc de l'observateur s'intensifie alors qu'il s'interroge sur la nature des capacités du protagoniste, se demandant s'il possède une compétence d'auto-guérison malgré avoir vu précédemment une attaque d'éléments foudre. Ils reconnaissent que bien que l'Order Breaker soit connu comme la classe la plus mystérieuse, les traits uniques de Tama le distinguent même au sein de ce groupe énigmatique. Les observateurs échangent des regards stupéfaits, réalisant que seuls ceux qui sont éveillés pourraient éventuellement suivre les mouvements rapides du protagoniste, leurs expressions révèlent un mélange d'admiration et d'incrédulité face au niveau de compétence dont ils sont témoins. La tension monte alors qu'ils reconnaissent la nature extraordinaire de ses capacités. Les observateurs sont frappés d'incrédulité, incapables de suivre les mouvements ultra rapides du protagoniste, ils se demandent si quelqu'un d'aussi doué peut réellement être une recrue, stupéfait que son agilité reste inchangée par rapport à avant. Leur choc ne fait que s'approfondir alors qu'ils luttent pour comprendre l'étendue de ses capacités. Le protagoniste démontre une capacité incroyable à générer une armure solide qui protège son corps, tout en façonnant des armes à volonté. Cette compétence divine mélange parfaitement l'offensive et la défense, illustrant sa polyvalence inégalée au combat. Sa seule présence fait éclater le sol sous lui, soulignant la puissance qu'il manie. L'expression calme et concentrée du protagoniste contraste fortement avec l'urgence ambiante alors que quelqu'un appelle son nom,
signalant qu'un moment critique est sur le point de se produire. Le soulagement inonde la scène alors qu'une proche alliée enlace le protagoniste, exprimant sa gratitude sincère pour sa victoire. Malgré la chaleur du moment, l'attention du protagoniste se déplace, son inquiétude se tournant maintenant vers le sort de Seiya. Une alliée proche raconte avoir vu Seiya regarder avec un visage plein de tristesse, comme si elle était sur le point de pleurer. Le protagoniste écoute attentivement, son expression sérieuse et contemplative. Le protagoniste sent un changement dans l'atmosphère, son regard se rétrécissant alors qu'il se demande si la tristesse de Seiya s'est transformée en colère. En arrière-plan, les spectateurs regardent avec tension, leurs expressions mêlant curiosité et inquiétude. La question demeure, laissant présager des émotions plus profondes à venir. La gravité de l'exploit du protagoniste s'impose alors que l'allié réfléchit au fait que vaincre un soldat squelette est un défi même pour un éveillé de niveau 10, avec un mélange d'admiration et d'urgence. Elle demande à Showa d'aider au nettoyage et de transmettre un message important au directeur. L'allié rassure le protagoniste en disant que Seiya ne serait pas en colère contre sa victoire, suggérant plutôt que sa tristesse venait de la peur de se laisser distancer par lui. Elle explique que Seiya est probablement allé toucher le monument pour faire face à ses sentiments. Les spectateurs chuchotent avec excitation en remarquant Izumi Nanto s'approcher du protagoniste, spéculant s'il a l'intention de le prendre comme élève. L'atmosphère bourdonne de curiosité et d'anticipation autour de cette interaction inattendue. Des murmures parcourent la foule, rejetant l'idée que le protagoniste devienne l'élève d'Izumi Nanto. Ils insistent sur le fait que seul Tewajin, le plus fort de l'humanité, a jamais reçu cet honneur, et que peu importe la puissance de Tenma, cela n'arrivera pas. Jetant un regard nerveux en arrière, l'allié bafouille qu'il va aller chercher Seiya, essayant de détendre l'atmosphère avec un sourire hésitant. Son malaise est évident, mais il est déterminé à aider de toutes les manières possibles. Une aura sombre et sinistre tourbillonne autour d'un mystérieux objet en forme de cage tandis qu'une voix déclare « Tu es assez spécial », laissant présager un pouvoir caché ou une importance liée à la scène. Le personnage mystérieux, vêtu de robes sombres imposantes et d'un masque, confronte le protagoniste avec une demande calme mais intense, exprimant le désir de comprendre sa véritable motivation. Le protagoniste se tient silencieux, son dos nu tendu sous le ciel clair, tandis que les restes d'une bataille acharnée gisent à leurs pieds. L'atmosphère crépite de défis non dits et du poids de vérités cachées. Il y a 10 ans, la vie du protagoniste a été brisée lorsque ses parents se sont sacrifiés pour le sauver de bêtes de catastrophes mortelles. Ce souvenir obsédant constitue le cœur de sa résolution et de sa douleur. Hanté par un souvenir douloureux, le protagoniste révèle la vérité obsédante. Il a vu sa mère mourir, un visage à moitié squelettique émerge des flammes bleues qui l'entourent, exhortant le personnage mystérieux à parcourir seul le reste du chemin. Submergé par le flot de souvenirs douloureux, les yeux du protagoniste s'embuent alors qu'il appelle sa mère, sa voix tremblant d'un mélange de tristesse et de désespoir. Les flammes bleues tourbillonnent autour de lui, reflétant l'intensité de ses émotions. Sa voix brise le silence, un cri de refus désespéré qui fait l'écho au tumulte qui fait rage en lui. Des larmes montent à ses yeux alors qu'il lutte pour s'accrocher au lien qui s'efface avec sa mère. Le poids de la perte et de la douleur l'accable, mais il refuse de lâcher prise. Une silhouette ténébreuse, enveloppée de flammes sombres, questionne la vulnérabilité du protagoniste, le défiant sur la façon dont des larmes peuvent encore tomber quand le cœur est consumé par la haine. Ces mots obsédants coupent le silence, sondant le conflit qui fait rage en lui. Le protagoniste révèle une vérité obsédante. Depuis qu'il a été témoin de la mort de sa mère, son œil gauche a cessé de verser des larmes, tandis que son œil droit s'est mis à pleurer de façon incontrôlable tout seul. Cet étrange déséquilibre sert de rappel constant, alimentant sa haine inébranlable pour les bêtes de catastrophe. Un personnage mystérieux offre au protagoniste une chance de devenir son élève, promettant de l'introduire dans la Salvation League, Ligue du Salut, et de lui accorder l'immense pouvoir nécessaire pour se venger des bêtes de catastrophe. Le protagoniste, encore en train d'assimiler l'offre, s'interroge sur ce nom inconnu, la Salvation League. Le personnage mystérieux révèle que la Salvation League a été formée par les gouvernements des 5 continents, unissant les guerriers éveillés les plus forts du monde entier. Cette organisation d'élite se dresse comme un phare d'espoir et de puissance contre les bêtes de catastrophe. Le personnage mystérieux souligne les généreux avantages de rejoindre la Salvation League, révélant que même les sauveurs stagiaires reçoivent un salaire mensuel conséquent de 10 000 pièces d'or. Il souligne la valeur de cette rémunération, notant que 10 000 pièces d'or suffisent pour acheter une voiture.
Le personnage mystérieux avertit que de telles récompenses généreuses s'accompagnent d'une grande responsabilité et les sauveurs doivent constamment combattre les bêtes de catastrophe sur les lignes de front pour protéger la sécurité des populations. Le protagoniste révèle ses véritables priorités, rejetant l'attrait d'un salaire élevé et de ressources abondantes. Pour lui, ce qui compte vraiment se trouve au-delà du gain matériel. Avec une détermination farouche brûlant dans ses yeux, le protagoniste déclare son véritable désir, combattre les bêtes de catastrophe sur la ligne de front. Pour lui, devenir un sauveur est plus qu'une question de récompense, il s'agit de se lever et de protéger les autres. Le personnage mystérieux révèle une condition cruciale, seuls ceux qui se classent parmi les 100 premiers gagnent le droit de devenir des sauveurs. Cette barre haute prépare le terrain pour une compétition féroce à venir. Le protagoniste se rappelle le nom de Téouajin, l'éveillé le plus puissant, vénéré comme la lumière de l'humanité, et se demande s'il s'agit du même personnage que Rikuru avait mentionné. L'imposante silhouette blindée aux yeux rouges rougeoyants se profile derrière lui, incarnant un pouvoir immense et mystérieux. Le personnage mystérieux reconnaît le statut exceptionnel de Jin, avertissant que se comparer à lui ne fait qu'engendrer le désespoir. Pourtant, il encourage le protagoniste à avoir confiance, lui rappelant qu'il a le potentiel de se tenir aux côtés de Jin. Le personnage mystérieux reconnaît l'influence grandissante du protagoniste, notant combien de jeunes gens le considèrent désormais comme un modèle et s'efforcent de suivre son exemple. Cette reconnaissance souligne l'impact que notre héros commence à avoir sur son entourage. Le personnage mystérieux avertit que suivre aveuglément les autres ne mènera pas à la victoire contre les bêtes de catastrophe. Il parle d'un futur où quelqu'un de nouveau s'élèvera et le surpassera, comme un lever de soleil remplaçant le soleil couchant. Notre héros et le personnage énigmatique se tiennent devant un dôme massif et futuriste, dont le design complexe capte la lumière déclinante. La curiosité du protagoniste est piquée alors qu'il demande « Qu'est-ce que c'est ?» Une question qui laisse deviner l'importance de cette structure imposante. La curiosité du protagoniste s'approfondit alors qu'il a la confirmation que le dôme est une installation d'entraînement. Le personnage mystérieux explique que ces zones sont appelées des « stages », étapes, suggérant un chemin structuré pour la croissance et les défis à venir. Le personnage mystérieux révèle que cette étape est tristement célèbre pour ses bêtes de catastrophes mortelles, affichant le taux de mortalité le plus élevé parmi les défis de niveau recru. Le champ de bataille est jonché de guerriers tombés et d'armes abandonnées, un sinistre témoignage de la raison pour laquelle il est connu comme le « cimetière des recrues ». Le personnage mystérieux révèle un exploit étonnant. Quand Jin était une recrue éveillée, il a terminé cette étape mortelle en seulement 3 minutes et 14 secondes. Ce record, affiché sur un écran, souligne la compétence et la vitesse incroyables requises pour survivre au cimetière des recrues. Le personnage mystérieux fixe un objectif de référence intimidant, mettant le protagoniste au défi de battre le record incroyable de Jin en terminant l'étape en seulement 3 minutes. Le poids de ce défi pèse lourdement, soulignant l'exploit quasi impossible à accomplir. Des murmures parcourent la foule lorsqu'ils aperçoivent le nouveau venu marchant aux côtés du redoutable M. Izumi. Le scepticisme plane. Ce bleu pourrait-il vraiment égaler la puissance d'un éveillé du niveau de Téouajin, ou y a-t-il une autre explication? Un regard acéré perce la pénombre alors que la curiosité s'éveille. Quelqu'un se demande si ce personnage mystérieux est vraiment aussi célèbre que les rumeurs le suggèrent. La question persiste, empreinte d'intrigue. L'affichage révèle une bête de catastrophe de niveau 10 à l'intérieur de l'arène, soulevant des questions sur sa force réelle. Notre héros se demande à quel point elle est plus dangereuse que le soldat squelette. Situé seulement 2 niveaux en dessous, la tension monte à mesure que l'ampleur de la menace se précise. Les murmures tourbillonnent autour du nouveau venu, certains étant convaincus qu'il doit être soutenu par un éveillé de haut niveau pour afficher une telle assurance, d'autres le rejettent comme un simple bleu arrogant, confondant son audace avec une fatuité alimentée par son apparence. Pendant ce temps, le nouveau venu exprime calmement son désir d'entrer dans l'arène, préparant le terrain pour la suite. La femme, calme et professionnelle, répond promptement à la demande du nouveau venu en demandant le nombre de challengers prêts à entrer dans l'arène. Son attitude posée contraste avec la tension croissante entourant la bataille à venir. Avec une détermination tranquille, le nouveau venu répond simplement qu'il relèvera le défi seul. Sa confiance sereine tranche avec la tension, signalant qu'il est prêt à faire ses preuves sans renfort. L'expression de la femme devient sérieuse alors qu'elle avertit le nouveau venu que, bien qu'il s'agisse d'une arène artificielle, cet endroit est assez dangereux pour causer de graves blessures ou même la mort. Pendant ce temps, la réaction tendue du nouveau venu révèle sa surprise et sa confusion face à cet avertissement brutal. Les spectateurs chuchotent entre eux, amusés par l'audace du nouveau venu.
Plaisantant sur le fait que certains confondent l'arène avec un lieu de rendez-vous galant, il note que ces rêveurs se font généralement réprimander et repartent rapidement, soulignant la nature sérieuse de cet endroit. Elle balaie son air de dur à cuire, devinant son embarras, et propose de lui donner ses coordonnées, lui suggérant de rentrer chez lui pour s'épargner des ennuis. Sa voix devient froide et résolue alors qu'il rejette son offre, insistant sur le fait qu'il se moque des coordonnées, il veut simplement entrer dans l'arène, quel qu'en soit le prix. Son expression se change en frustration et en incrédulité alors qu'elle brandit un bracelet métallique, réprimandant le nouveau venu pour l'avoir forcé à se répéter au lieu d'accorder simplement la permission dès le début. Les spectateurs secouent la tête, se moquant de l'entêtement de la recrue pour avoir refusé une sortie facile, ils préviennent que jouer les durs maintenant est insensé, défier une arène de niveau 10 en étant au niveau 0 n'est rien d'autre qu'un suicide. Les spectateurs observent le nouveau venu avec un mélange de doute et de curiosité, notant sa confiance inhabituelle et son don spécial de grade rare. Pourtant, ils se rappellent et lui rappellent que peu importe la puissance d'un don, il est finalement inutile sans un niveau élevé. Pour les éveiller, le niveau est la véritable mesure de la force, surpassant de loin tout don bonus. Le protagoniste réalise que ses informations personnelles sont liées au bracelet qu'il détient, ce qui signifie que le scanner lui donnera accès. Fort de cette connaissance, il se prépare à utiliser l'appareil pour contourner les restrictions habituelles. D'un mouvement calme, il scannait son bracelet, déclenchant la reconnaissance de son identité par le système. Instantanément, un message de confirmation apparaît, approuvant l'entrée de l'éveillé Tama Itsuki. La voie est désormais officiellement ouverte. D'une inspiration profonde, il annonce que la promesse n'est plus qu'à 3 minutes, signalant le début des événements. Sa détermination calme emplit l'air alors qu'il se prépare à affronter le défi. En entrant, il est frappé par l'immensité de l'espace intérieur, bien plus grand qu'il ne l'avait anticipé. La structure imposante s'étire sans fin vers le haut, laissant présager les vastes défis qui l'attendent. Le protagoniste s'élance, l'esprit en ébullition alors qu'il reconnaît que c'est la première fois qu'il met les pieds dans une arène, même artificielle. Son expression se durcit de résolution alors qu'il se prépare, sentant que le défi est sur le point de commencer. Avec un sourire confiant, il empoigne sa hache massive au design complexe, déclarant qu'elle est l'outil parfait pour la tâche à venir. L'aura glaciale de l'arme tourbillonne autour de lui, s'accordant à son attitude calme mais déterminée. Le protagoniste fait face à une nuée de créatures sylvestres animées et menaçantes qui se referment sur lui. Avec un regard féroce, il crie « Sales arbres pourris », prêt à affronter la menace de front. Les gardiens hostiles de la forêt avancent, leurs membres dentelés et leurs yeux brillants annonçant une bataille acharnée sur le point d'éclater. Une femme interroge une silhouette imposante et inquiétante sur la raison pour laquelle le protagoniste a été affecté à cette arène de débutants particulière alors qu'il y en a beaucoup d'autres disponibles. Son inquiétude laisse entendre des dangers uniques ou une importance particulière à ce défi. La silhouette sombre écoute en silence, enveloppée d'une aura mystérieuse et sinistre. La femme exprime ses doutes, affirmant que surpasser Jin est impossible à moins de transcender les limites même de l'humanité. Ces paroles révèlent l'immensité du défi et la puissance apparemment insurmontable qui barre la route au protagoniste. La femme réfléchit avec une pointe de doute, admettant qu'elle pensait autrefois que Jin était gentil et abordable, mais quelque chose a manifestement changé sa perception. Une goutte de sueur coule sur son visage, révélant son malaise croissant. Baigné dans la lueur radieuse d'un soleil couchant, la présence du personnage est décrite avec révérence, son regard comparé aux yeux d'un dieu qui voit tout. Cette imagerie élève sa puissance et sa mystique à un niveau divin, soulignant l'admiration qu'il inspire. Si Jin est une figure divine qui sauve les gens, alors la vérité éclate. Tama est un démon alimenté par une haine pure, se tenant à l'opposé du sauveur divin qu'est Jin, entouré de flammes sombres et d'une énergie sinistre. Cette révélation dépeint Tama sous un jour terrifiant et monstrueux. Le protagoniste se tient calme et posé au milieu des restes brisés de puissantes bêtes de catastrophe, notant que sa capacité Over Mimsy ne s'activera même pas contre des ennemis de cette envergure. Sa confiance révèle à quel point il est réellement au-dessus du niveau de ces créatures. Le protagoniste se tient calmement au milieu des décombres, de la fumée s'enroulant autour de lui alors qu'il observe la bête de catastrophe vaincue. D'une voix assurée, il demande si c'est vraiment la fin, son attitude restant imperturbable devant la destruction qui l'entoure. Le protagoniste se demande si les bêtes de catastrophe de niveau 10 sont réellement aussi faibles, réfléchissant au surnom sinistre de « cimetière des recrues » et pressentant une menace plus profonde. Soudain, sa compétence de Rambé, auto-régénération, s'active, déclenchant sa capacité, Over Mimsy.
Le système du protagoniste entame une nouvelle phase, lançant une analyse détaillée. La progression commence lentement, avec seulement 5% de complété, signalant une plongée profonde dans des données critiques. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc alors que l'imposante bête de catastrophe commence à se régénérer rapidement, ses membres en bois se tissant à nouveau avec une précision étrange, malgré le fait qu'il lui ait tranché la moitié de la tête. La capacité de guérison de la créature défie toute attente, le forçant à réévaluer la menace réelle. La réalisation troublante s'installe, la résilience de cet ennemi dépasse de loin ce qu'il avait anticipé. Le protagoniste réalise que cette bataille ne sera pas simple alors que les statistiques du Kodama régénéré révèlent une chute drastique de la défense mais un boost massif de l'auto-guérison, en faisant un adversaire redoutable. Malgré la présence écrasante de la bête imposante, il active sa compétence, Mur Noir, se préparant pour la phase suivante du combat. Déterminé et féroce, le protagoniste refuse de reculer, jurant de déchiqueter la bête pour empêcher toute chance de régénération. Ses yeux brûlent d'intensité, signalant une résolution implacable pour mettre fin à ce combat selon ses propres termes. Les fragments brisés de la tête du Kodama flottent de manière sinistre, brillant d'une énergie féroce alors que le protagoniste canalise ses dernières forces. Il reconnaît le tribut que sa compétence, Mur Noir, a prélevé sur ses réserves de magie, mais reste résolu, confiant que cette frappe décisive mettra enfin un terme à la bataille. Le protagoniste décide d'annuler sa compétence, Mur Noir, pour conserver sa magie, optant pour l'utilisation de briseur de tonnerre, afin d'esquiver les attaques de la bête tout en gardant ses distances. Il admet que maintenir cette stratégie jusqu'à ce que son analyse soit terminée serait l'idéal, mais quelque chose d'autre le préoccupe. Pris dans un barrage incessant de pointes acérées et lumineuses, les réserves de magie du protagoniste s'épuisent rapidement, son esprit s'emballe face à cette sombre réalité. Si sa compétence Over Mimsy ne s'active pas lorsque sa magie atteindra 0, ce combat sera son dernier. La tension monte alors que sa jauge de magie affiche 80%, un rappel brutal du temps qu'il lui reste. Le protagoniste lance une puissante frappe électrifiée sur la bête, la détermination brûlant dans ses yeux. Malgré la décharge d'énergie, ses pensées révèlent une vérité cruelle: s'il meurt maintenant, tous ses efforts n'auront servi à rien. Sa jauge de magie affiche 85%, une fenêtre d'espoir fugace au milieu du chaos. Blessé et épuisé, le protagoniste laisse échapper un souffle frustré, le mot « merde » s'échappant de ses lèvres alors que du sang coule de sa bouche. Le poids de la bataille pèse lourdement sur lui, sa résolution vacille mais n'est pas encore éteinte. Le protagoniste reconnaît amèrement que sa magie est complètement épuisée, alors même que des pointes de bois le transpercent. Malgré son état désespéré et la jauge de magie affichant 99%, une pointe de défi persiste dans sa voix lorsqu'il prononce « mais ». Malgré ses blessures et sa magie drainée, le protagoniste réalise que l'Over Mimsy ne nécessite pas de magie pour s'activer, ce qui lui donne l'avantage. Une détermination féroce brille dans ses yeux alors qu'il déclare cette victoire sienne. Le progrès de l'analyse atteint 100%, signalant un tournant crucial dans la bataille. Le protagoniste termine l'analyse de l'auto-régénération et acquiert la compétence Explosion de Lotus. Cette puissante capacité consomme de la magie pour libérer des dégâts explosifs dans un rayon de 5 mètres, devenant plus forte avec l'utilisation de la magie, tout en augmentant la portée de toutes ses compétences à chaque fois qu'il bat une créature vivante de niveau 1 ou supérieur. Le protagoniste active Explosion de Lotus au niveau 2, s'enveloppant d'une aura de lotus rougeoyante. Cette amélioration augmente toutes ses statistiques de 20, supprime tous les malus et guérit complètement ses blessures, renversant le cours de la bataille en sa faveur. Les yeux de la silhouette sinistre brillent intensément alors que la puissance dévastatrice de l'explosion de Lotus déferle à travers lui. L'activation de cette compétence marque un moment charnière, signalant un basculement écrasant dans la dynamique du combat. Malgré la bataille acharnée, le protagoniste reconnaît la force de l'explosion de Lotus, son expression mêlant épuisement et détermination. La puissance qu'il manie est indéniable, et il commence à accepter le potentiel de cette compétence. Le protagoniste réfléchit à l'immense puissance dont il dispose désormais, réalisant que même un tiers de sa magie suffit à balayer facilement les bêtes de catastrophes plus faibles. Il est également surpris par la capacité du Mimsy à restaurer la magie qui avait été presque totalement épuisée, laissant entrevoir un potentiel inexploité au-delà de ses attentes. Blessé mais se tenant debout au milieu de la fumée et des débris, le protagoniste fixe un mystérieux cristal brillant. Sa curiosité l'emporte sur l'épuisement alors qu'il s'interroge sur cet objet étrange, sentant qu'il détient une importance capitale dans la bataille qui se déroule.
Le temps presse alors que près de 3 minutes s'écoulent sans aucun signe du bleu émergent de l'épreuve. Inquiète, elle insiste pour que l'équipe de secours soit appelée immédiatement afin de prévenir tout danger éventuel. Le doute persiste alors qu'elle admet que, bien que le protagoniste ne soit probablement pas vaincu par les bêtes de catastrophe de niveau 10, terminer le défi en moins de 3 minutes semble impossible, la tension monte, accentuée par la présence silencieuse et sinistre à ses côtés. Le minuteur passe soudainement au vert, signalant l'achèvement du défi bien plus tôt que prévu, un choc parcourt les spectateurs et l'incrédulité se propage, surtout chez la femme qui a peine à croire ce qu'elle voit. Ses yeux s'écarquillent de stupéfaction, une goutte de sueur coulant sur sa joue alors qu'elle lutte pour assimiler l'impossible, il a terminé le défi bien avant la fin du temps imparti. Le minuteur affiche un succès incroyable, le défi est relevé en seulement 2 minutes et 14 secondes bien avant la limite des 3 minutes, le record de l'arène a été pulvérisé, laissant tout le monde stupéfait par la rapidité de la victoire. Épuisé et meurtri, il s'appuie contre le mur, sa chemise déchirée révélant le tribut payé lors du défi, le tableau de bord brille à côté de lui, confirmant son temps imbattable de 2 minutes et 14 secondes loin devant les autres, sa victoire est indéniable, gravée dans des chiffres que personne d'autre ne peut égaler. La foule stupéfaite en croit à peine ses yeux, il a survécu, même s'il saigne du sang vert d'une bête de catastrophe, son temps est une minute complète plus rapide que celui de Théo Agen, un exploit inouï, des murmures parcourent la salle, se demandant comment un bleu de niveau 0 a pu vaincre des bêtes de catastrophe de niveau 10 de manière aussi décisive. Avec une résolution inébranlable, le protagoniste s'avance et demande s'il peut officiellement recevoir l'enseignement de l'imposante figure en armure devant lui, l'atmosphère est tendue, le soleil couchant projetant de longues ombres alors que ce moment charnière se déroule. Les rares éloges de la figure en armure rompent le lourd silence, reconnaissant l'exploit du protagoniste avec une chaleur inattendue, la femme aux cheveux bleus et aux lunettes observe en silence, surprise de voir une lueur de bonheur chez son père et une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. La foule murmure d'étonnement, comprenant enfin pourquoi le protagoniste a pulvérisé le record de Théo Agen, leur surprise et leur excitation se propagent dans le groupe, soulignant l'ampleur de cet exploit sans précédent. La femme, les joues rougies par l'émotion, offre une boîte magnifiquement ornée en cadeau pour honorer l'exploit record du protagoniste, l'exhortant à l'accepter avec sincérité. Contusionné hélas, le protagoniste regarde la boîte ornée qu'on lui offre, surpris par cette récompense inattendue, la figure en armure reconnaît à quel point il était téméraire pour une recrue de niveau 0 de relever un tel défi, saluant subtilement le courage derrière cet exploit, le moment est empreint d'un mélange d'incrédulité et d'une fierté tranquille alors que le protagoniste assimile cette reconnaissance rare. La femme, les joues rouges et visiblement nerveuse, exprime timidement sa gratitude par un « merci » sincère, le protagoniste écoute tranquillement, la lueur chaleureuse entre eux soulignant la sincérité du moment. Une voix assurée s'élève, taquinant Tamba alors qu'ils annoncent leur départ, signalant un changement dans la dynamique du groupe, la femme aux longs cheveux violets ajuste ses lunettes, son expression mêlant détermination et défi alors qu'elle s'apprête à avancer sans lui, la figure en armure se tient silencieusement à ses côtés, les flammes vacillant de manière inquiétante, soulignant la tension dans l'air. La femme à lunettes réprimande le protagoniste, l'avertissant de ne pas devenir arrogant simplement parce qu'il est devenu l'élève de son père, malgré son apparence meurtrie, il acquiesce nerveusement, tandis qu'elle le défie, suggérant qu'ils devront peut-être augmenter la difficulté puisque cette arène semble trop facile pour lui. La figure en armure affirme que le protagoniste devrait maintenant être capable de s'attaquer à des arènes avancées, augmentant ainsi les enjeux, le protagoniste, reprenant encore son souffle, s'interroge sur ce saut soudain de difficulté, laissant présager les défis à venir, la femme à lunettes observe en silence, son expression indéchiffrable alors que la tension monte. Alors qu'ils marchent côte à côte dans la lumière déclinante, la figure en armure commence à expliquer que la force d'une bête de catastrophe n'est pas déterminée uniquement par son niveau, le facteur le plus crucial réside au-delà des simples chiffres, suggérant des complexités plus profondes dans les épreuves à venir. La femme explique que le véritable défi réside dans l'espèce des bêtes de catastrophe, celles qui n'ont pas d'intelligence, guidées uniquement par l'instinct, sont plus faciles à gérer, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte au-delà de cela. La femme révèle que ces bêtes de catastrophe intelligentes sont bien plus gênantes que les ordinaires, leur présence étant marquée par des yeux rouges menaçants et des formes inquiétantes, leur complexité et leur puissance représentent un nouveau niveau de danger auquel le protagoniste doit se préparer. Elle explique que si les êtres éveillés et les bêtes de catastrophe sont fondamentalement le même type de créatures, leurs statistiques varient selon l'espèce, surtout,
on dit que seuls les humains possèdent des métiers, ce qui les distingue dans ce monde. Elle avertit que les arènes avancées abritent des bêtes de catastrophes puissantes et intelligentes, rendant leurs difficultés plusieurs fois supérieures à celles des arènes normales. La plupart de ces arènes difficiles sont situées dans le district Nord 4 du continent septentrional, qui sera la prochaine destination du protagoniste. Le protagoniste est confronté à une réalisation glaçante, les deux créatures qu'il a vaincues plus tôt manquaient d'intelligence et n'ont même pas crié lorsqu'elles ont été attaquées, suggérant qu'elles ne possédaient peut-être pas de récepteurs de douleur. Cette pensée troublante approfondit sa compréhension de la différence flagrante entre les bêtes de catastrophe ordinaires et les bêtes intelligentes plus redoutables qu'il doit maintenant affronter. Une aura sombre et glaciale émane du protagoniste, perturbant même sa compagne, elle l'observe avec un mélange de peur et de confusion, incapable de concevoir les pensées terrifiantes derrière sa présence intense. Le groupe discute de la dure réalité, les arènes avancées sont radicalement différentes des normales, la plupart dans le district Nord 4 étant contrôlées par une figure puissante, il révèle une vérité sinistre, chaque individu éveillé s'étant aventuré dans ces arènes avancées a disparu sans laisser de traces. Alors qu'un homme demande nerveusement qui est Kinoshita Reiji, un autre le fait taire d'urgence, l'avertissant que prononcer son nom à haute voix pourrait entraîner la mort si le puissant personnage l'entendait, la tension monte, soulignant la peur mortelle entourant cet individu mystérieux. Un homme sévère en costume demande à la silhouette confiante quand il prévoit de partir, avec un sourire calme et un verre à la main, l'homme au gilet doré affirme sa domination, déclarant que toutes les arènes du district Nord 4 sont sous son contrôle. Avec un sourire suffisant et un verre levé, il rejette la patience comme étant un trait réservé aux gens du commun, affirmant sa supériorité et son impatience à agir selon ses propres termes. Sous l'ombre des arbres, trois silhouettes se rassemblent discrètement autour d'une petite table, l'une d'elles, tenant un objet, le reconnaît soudainement et s'exclame qu'il provient d'un moment significatif du passé. Le personnage se rappelle qu'après avoir vaincu les bêtes de catastrophe à l'intérieur de l'arène, un objet identique à celui-ci était apparu, pourtant, il remarque une différence subtile, laissant entendre que ce n'est peut-être pas exactement le même. La femme commence à expliquer, se souvenant que le protagoniste était autrefois une recrue, elle révèle que les pierres de karma, également connues sous le nom de pierres d'expérience, détiennent une signification particulière. Elle explique que lorsqu'une bête de catastrophe ou un éveillé meurt, son cadavre libère du karma une substance invisible semblable à des points d'expérience. Ce karma peut être collecté sous forme de pierres de karma qui, une fois absorbées, augmentent le niveau de l'utilisateur. Essentiellement, une pierre de karma est un réceptacle contenant ce précieux karma. Absorber le karma d'une pierre est un moyen connu pour monter de niveau, mais quelque chose semble anormal. Les pierres de karma ne sont pas censées se former naturellement, cette étrange anomalie laisse présager un mystère plus profond derrière la pierre que détient le protagoniste. Elle suppose que l'état inhabituel de la pierre de karma pourrait être lié au don mystérieux de Tenma, suggérant un lien plus profond derrière sa formation. Le protagoniste, perplexe, répète le mot « don », alors qu'il tente de saisir le sens profond derrière l'insolite pierre de karma et son possible lien avec la capacité mystérieuse de Tenma. Normalement, le karma des vaincus est absorbé par leur vainqueur, mais bien que Tenma ait vaincu deux bêtes de catastrophe, il n'a pas monté de niveau, ce qui signifie que le karma n'a pas été absorbé. Pourtant, un karma qui s'est manifesté ainsi ne disparaît pas simplement sans raison. L'homme révèle que le karma de la bête de catastrophe attaquant l'école n'a pas été absorbé par Tenma, mais par l'éveillé présent. Cette vérité choquante laisse le groupe stupéfait, réalisant les implications pour eux-mêmes. L'homme explique que parce que l'arène est un espace clos, Tenma n'a pas pu absorber le karma généré, et en l'absence d'autres destinataires, le karma s'est aggloméré et solidifié en une pierre de karma. La femme, pensive, se demande comment les statistiques de Tenma peuvent augmenter s'il ne peut vraiment pas monter de niveau, soulignant le mystère derrière sa croissance inhabituelle. L'homme écoute attentivement alors que le soleil se couche derrière eux, jetant une atmosphère contemplative sur leur conversation. Accablée par la gravité de la révélation, la femme incline la tête en signe d'excuse, sa voix tremblante lorsqu'elle dit « Je suis désolée ». Le protagoniste reste silencieux, assimilant le poids du moment. Les tensions montent lorsqu'un groupe exige l'entrée, affirmant être arrivés les premiers, mais les gardiens refusent fermement l'accès. L'arène contestée, connue sous le nom de « terrain d'exécution du rocher flamboyant », se révèle être réservée aux fils de la famille Kinoshita, déclenchant un conflit sur la légitimité de la possession. La frustration explose lorsqu'un homme s'emporte,
accusant l'héritier Kinoshita d'abuser de sa richesse pour arriver à ses fins. Un autre exige l'équité, insistant sur le fait qu'il devrait être autorisé à entrer en premier puisque le propriétaire légitime n'est même pas encore arrivé. Un homme menace avec défi de signaler les gardiens à la guilde des éveillés s'ils continuent de bloquer leur entrée, montrant sa frustration croissante et son mépris pour le statut de l'héritier Kinoshita. Derrière lui, une silhouette sombre aux yeux brillants plane de manière inquiétante, ajoutant de la tension à la confrontation. Le choc et l'incrédulité submergent l'homme lorsqu'il réalise que sa compétence de rang B, colonne de terre, n'a aucun effet sur l'imposante silhouette devant lui. Il bafouille, luttant pour comprendre comment sa capacité de confiance échoue face à cet adversaire. Son visage se tord de frustration et d'incrédulité en réalisant que son attaque n'a eu aucun effet, déclarant avec colère que cela ne lui a fait ni chaud ni froid. Les yeux rouges brillants et l'aura menaçante ne font qu'intensifier le sentiment de son impuissance. La confiance de l'homme vole en éclats lorsqu'il réalise que sa technique de colonne de terre, réputée pour tout percer, n'a aucun effet sur la silhouette inquiétante. La peur et l'incrédulité le saisissent alors qu'il se demande s'il fait face à un monstre. Les spectateurs sont stupéfaits en apprenant qu'un duo de combattants de niveau 7 et 8 a été tué instantanément sans pouvoir lutter. Ils réalisent la force écrasante d'Ogata Keru, un élémentaliste d'or de niveau 12 et l'un des 4 piliers d'élite de Kinoshita Reiji. L'écart de puissance abyssale les laisse béats, confirmant pourquoi leurs attaques étaient futiles. D'un regard froid, il avertit que quiconque tente d'entrer dans une arène sans la permission de Reiji subira le même sort brutal que les 2 combattants avant eux. Sa poigne se resserre impitoyablement, soulignant la gravité mortelle de sa menace. Des murmures parcourent la foule alors qu'il s'interroge sur l'identité de l'homme qui est intervenu malgré les ordres contraires. Le choc se propage lorsqu'il réalise que le combattant à terre n'était que de niveau 0, et la curiosité s'éveille pour la femme frappante debout aux côtés du mystérieux nouveau venu. Avec un regard féroce, l'homme avertit le nouveau venu que personne ne passe sans la permission de Reiji, le menaçant d'un sort identique à celui du combattant déchu. Imperturbable, le nouveau venu reconnaît calmement que le vaincre est le seul moyen d'entrer dans l'arène. La femme, visiblement mécontente, déclare qu'elle signalera l'incident à l'administrateur du district Nord 4, insistant sur le fait qu'un comportement aussi imprudent ne doit pas être toléré. Son ton est ferme, signalant le sérieux de la situation. Avec une résolution inébranlable, le protagoniste déclare que son maître lui a appris à agir selon ses convictions sans hésitation. Ses yeux d'un bleu perçant reflètent la détermination farouche derrière ses paroles. D'un ton froid et autoritaire, l'homme recule et confie le soin du combattant blessé à la femme aux cheveux bleus, signalant un changement de responsabilité. L'homme blessé s'appuie lourdement sur elle, manifestement meurtri et épuisé. La tension reste palpable alors que le nouveau venu observe en silence, prêt pour la suite. La curiosité du nouveau venu s'aiguise alors qu'il s'interroge sur l'identité de cet homme mystérieux. Bien qu'il soit de niveau 0, l'homme dégage une confiance inébranlable, restant ferme sans aucune peur. Le nouveau venu se demande si ce métier rare de don de briseur d'ordre est la source de sa force et de sa résolution inhabituelle. Malgré ses 12 niveaux d'avance, le protagoniste ressent une pression inattendue émanant de l'homme devant lui. Il reconnaît que, peu importe la rareté du métier, la vaste différence de statistiques entre eux ne peut être facilement surmontée. Les statistiques détaillées révèlent le redoutable don d'élémentaliste de l'homme et sa défense impressionnante, soulignant l'ampleur réelle du défi. Les spectateurs sont stupéfaits par la vitesse incroyable de l'homme, peinant à croire qu'il est réellement de niveau 0, même un témoin de niveau 8 admet qu'il ne pourrait peut-être pas suivre un adversaire aussi rare et redoutable. Avec un sourire glacial, l'homme mystérieux ajuste calmement son masque sombre et réfléchissant, de la vapeur s'élevant de manière inquiétante alors qu'il se prépare à révéler toute l'étendue de sa puissance. Le protagoniste bloque de justesse l'attaque entrante en utilisant la métallisation, ses yeux perçants concentrés et tendus. Malgré la pression écrasante, il reste déterminé à tenir bon. Cette défense inattendue surprend tout le monde, révélant ses réflexes rapides et son ingéniosité. La contre-attaque du protagoniste frappe avec une détermination farouche, mais l'impact ne parvient pas à percer. La force du choc projette des débris, soulignant l'immense écart de puissance toujours en jeu. Malgré ses efforts, l'adversaire reste imperturbable, le narguant en disant que ce n'est simplement pas assez puissant. Réalisant que seule une attaque surprise peut inverser la tendance contre un ennemi de niveau 10, le protagoniste décide de booster son agilité en utilisant Briseur de tonnerre. Son interface système révèle ses statistiques et compétences actuelles, confirmant l'activation d'Over Mimsy et de la métallisation alors que l'analyse de son adversaire commence. Le protagoniste s'accroupit, le regard vif et concentré,
évaluant la situation, il se demande si la menace à laquelle il fait face est suffisante pour déclencher sa capacité Over-Mimsy, pesant soigneusement son prochain mouvement. Sachant que les attaques normales ne peuvent pas pénétrer la défense métallisée, le protagoniste change de stratégie, avec une vitesse fulgurante, il décide de contourner les zones blindées pour frapper directement les chairs vulnérables. L'adversaire ricane avec assurance, se moquant du protagoniste en le traitant de « gringalet sans puissance ni vitesse », son poing serré crépitant d'énergie, prêt à frapper. Le protagoniste révèle que son adversaire a été trompé en pensant qu'il bougeait à pleine vitesse, mais en réalité, il ne fait que commencer, avec une détermination farouche, il active Briseur de tonnerre, se préparant à accélérer au-delà de toute attente, l'énergie crépite autour de lui alors qu'il se prépare pour un assaut rapide comme l'éclair. Le protagoniste déchaîne un barrage de coups de poing rapides comme l'éclair, chaque frappe accélérant avec une vitesse écrasante, son énergie grimpe alors que les indicateurs de pourcentage montent, montrant sa puissance se développant rapidement au-delà des attentes, l'adversaire se prépare, pris au dépourvu par l'assaut implacable. Les spectateurs sont stupéfaits, peinant à comprendre comment le protagoniste peut manier des compétences d'un métier différent, ils sont dépassés par sa vitesse, incapables de suivre ses mouvements fulgurants, l'un d'eux admet même que ce mystérieux combattant de niveau 0 pourrait réellement avoir une chance contre Oga. L'adversaire serre les dents, luttant pour suivre la vitesse écrasante du protagoniste, il réalise qu'il n'a pas le temps d'activer sa capacité de métallisation et craint que ce rythme rapide venant d'un combattant de niveau 0 ne lui coûte le combat, la panique s'installe alors qu'il admet qu'il pourrait perdre si les choses continuent ainsi. Piégé et accablé, l'adversaire peine même à crier alors que l'énergie implacable le transperce, le désespoir s'empare de lui, et il réclame d'urgence l'aide de ses alliés au lieu d'être laissé seul face à cet assaut. Serrant les dents avec une détermination farouche, l'adversaire reconnaît qu'il n'a d'autre choix que de tenter un mouvement désespéré, des étincelles d'énergie crépitent autour de lui alors qu'il prépare sa prochaine stratégie. Rassemblant chaque once de force, il pousse un cri de guerre féroce alors que l'énergie crépite sauvagement sur tout son corps, la tension monte, signalant le déchaînement de son coup puissant et désespéré. L'adversaire métallise complètement son corps pour la toute première fois, un exploit qu'il n'avait jamais accompli auparavant. L'analyse de sa compétence de rancée, métallisation, est presque terminée à 88%, montrant sa montée en puissance, il admet sa gratitude, créditant la pression incessante pour l'avoir poussé vers cette percée. L'adversaire explique avec assurance que la métallisation de son corps augmente sa défense de 50%, et sa compétence de don unique ajoute une autre augmentation de 50% lorsqu'il reste stationnaire. Fièrement, il révèle que sa défense actuelle a grimpé en flèche au-delà de 5 cents, affichant sa nouvelle résilience. D'un regard féroce et les yeux brillants, l'adversaire le nargue, admettant qu'il avait prévu de couper le héros en deux, pourtant, par une forme tordue de gratitude pour l'avoir poussé à maîtriser sa nouvelle compétence, il promet de laisser mourir le protagoniste rapidement à la place. Les spectateurs sont stupéfaits, réalisant que la défense de l'adversaire a dépassé les 500 au niveau 12 ou une barrière incassable pour quiconque au même niveau, l'un d'eux admet la défaite, choqué que le prétendu outsider, un niveau 0, puisse être écrasé par une puissance aussi monstrueuse. Le protagoniste analyse la situation, réalisant que la métallisation complète du corps exige une quantité immense de magie, il souligne la contradiction, si l'adversaire a concentré la plupart de ses points de statistiques sur la défense, son niveau de magie ne devrait pas être aussi élevé. L'adversaire ricane, rejetant l'accusation d'un regard féroce et les yeux brillants, pourtant, intérieurement, il se demande si le protagoniste est vraiment de niveau 0, surpris par l'acuité de son intuition. Avec un sourire confiant, il déclare qu'il ne recourra pas à la tactique ennuyeuse de vider la magie à 0 et jure de terminer le combat rapidement. Pendant ce temps, l'analyse se termine, révélant la présence de la fleur de lotus bleue signalant que Tenma est sur le point de devenir encore plus fort. Les observateurs regardent attentivement, anticipant la prochaine montée en puissance. Deux observateurs regardent la fleur de lotus bleue rougeoyante avec curiosité et scepticisme, se demandant si une telle compétence pourrait vraiment appartenir à un niveau 0, ils se demandent comment cette capacité, apparemment non offensive, aidera le protagoniste à vaincre Oga. L'analyse se termine, confirmant l'acquisition de la compétence « Orbe pur » après avoir achevé le processus de « métallisation ». Cette nouvelle capacité laisse présager un gain de puissance significatif pour le protagoniste. La nouvelle compétence, Orbe pur, est révélée, capable de tirer une sphère parfaite qui ignore la défense ennemie et pénètre tous les adversaires sur son chemin. Cependant,
sa faible vitesse de 1 mètre par seconde la rend facile à esquiver. Le protagoniste reconnaît son potentiel de dégâts mais comprend aussi la difficulté de porter un coup. Le protagoniste écarte avec assurance le défi du timing de sa nouvelle compétence contre un adversaire qui reste complètement immobile, sous-entendant que porter un coup sera facile dans ces conditions. Le protagoniste déclare audacieusement son intention de briser la défense absolue tant vantée d'Oga avec son nouveau pouvoir, la compétence, Orbe Pure, NV1, s'active, augmentant toutes ses statistiques de plus 10, supprimant tous les malus et soignant complètement ses blessures, entouré d'une aura bleue rayonnante. Il se tient prêt, l'orbe pur brillant dans sa main alors que le total de ses statistiques dépasse les 1000. Les yeux du protagoniste brillent d'une détermination farouche alors qu'il invoque l'orbe pur, une sphère tourbillonnante d'énergie rayonnante pulsant d'une puissance écrasante. D'un geste confiant, il se prépare à déchaîner cette force irrésistible, signalant un tournant dans la bataille. L'activation de l'orbe pur marque le début de son assaut contre la défense absolue d'Oga. L'antagoniste se moque de la tentative de perturber son pouvoir, rejetant l'attaque comme étant trop faible pour affecter son don. Il tourne en dérision l'idée qu'une simple bille puisse le forcer à bouger ou annuler sa capacité, révélant ainsi sa confiance et son arrogance. L'antagoniste se tient droit et inébranlable, sa confiance rayonnant alors qu'il remet en question l'importance de l'attaque. D'un ton méprisant, il demande si cette tentative pathétique est réellement l'atout du protagoniste, sous-entendant qu'elle est loin d'être suffisante pour le menacer. Le regard froid et imperturbable de l'antagoniste transperce l'air alors qu'il prononce un verdict brutal, déclarant le sort du protagoniste avec une cruelle certitude. Malgré l'orbe brillant encastré dans son flanc, il reste de marbre, sa voix dégoulinant de dédain alors qu'il prédit une fin pathétique. Le protagoniste explique froidement qu'il a délibérément épargné la vie de l'antagoniste, cherchant seulement à paralyser son bras parce qu'il est humain. Il prévient que si l'ennemi avait été une véritable bête de catastrophe, il n'aurait pas hésité à viser le coup. Frustré par leur hésitation, le protagoniste leur ordonne vivement d'emmener immédiatement l'homme blessé à l'hôpital, exigeant qu'ils cessent de rester là sous le choc et qu'ils écoutent. Le commandement tranchant du protagoniste brise la tension alors qu'il ordonne froidement aux autres de partir, son regard perçant restant fixe, son ton ne laisse aucune place à la discussion et il en a fini avec les hésitations et exige qu'ils s'en aillent immédiatement. Le groupe observe avec approbation, leur voix remplie de satisfaction alors qu'ils louent l'action décisive du protagoniste, leur cri de « bien joué » et « c'est bien fait pour lui » résonnent, affirmant leur soutien à la justice implacable rendue. Deux hommes proposent avec enthousiasme de faire équipe avec le protagoniste, convaincus qu'à trois, ils pourront terminer la tâche rapidement. Leurs expressions pleines d'espoir suggèrent qu'ils voient là une chance de collaborer efficacement. Le protagoniste assimile la révélation que sa défense rivalise désormais avec celle d'Oga, ressentant une vague de satisfaction. Il réalise que cette amélioration est parfaite pour sa stratégie, sachant que la vitesse de vol de l'orbe pur augmente chaque fois qu'il bat un ennemi doté d'une défense supérieure. Cette nouvelle force promet d'accélérer sa progression au combat. Les deux alliés pressent d'urgence le protagoniste de prendre une décision, leurs expressions intenses reflétant les enjeux élevés. Ils soulignent l'importance de choisir rapidement, impatients d'aller de l'avant avec leur plan. Le protagoniste déclare fermement sa décision d'affronter le danger seul, sa résolution étant claire malgré les risques à venir. Le groupe réagit avec incrédulité et inquiétude en apprenant que le protagoniste compte s'attaquer seul à un niveau 15 de stade avancé. Ils chuchotent entre eux, convaincus que sa confiance a démesurément gonflé après avoir vaincu Oga. Le groupe exprime sa frustration, reconnaissant la force du protagoniste mais avertissant que son arrogance a franchi une ligne dangereuse. Leur inquiétude grandit car ils peinent à comprendre cette confiance téméraire. L'allié aux cheveux bleus exprime son inquiétude, soulignant que les bêtes de catastrophe ici ont des défenses aussi solides que celles d'Oga et se demande si sa magie tiendra le coup. Le protagoniste répond avec assurance, la rassurant de ne pas s'inquiéter et affirmant qu'il s'en sortira très bien. L'allié aux cheveux bleus balaie rapidement toute inquiétude pour la sécurité du protagoniste, insistant sur le fait que sa question n'était posée que parce que leur père lui en voudrait s'il mourait. Elle déclare fermement qu'elle se concentrera sur le soin des blessés et lui laisse entièrement la décision. Elle l'avertit que la tribu de Pierre manque peut-être d'intelligence, mais que leur tactique de groupe pourrait épuiser sa magie rapidement, l'incitant à la prudence quant à sa consommation de mana. Le protagoniste prend calmement acte de l'approbation de son entrée, signalant qu'il est prêt à relever le défi. La confirmation de son statut d'éveillé marque un moment charnière alors qu'il s'apprête à entrer dans la mêlée. Le protagoniste analyse les statistiques d'une redoutable bête de la tribu de Pierre,
notant son niveau et sa puissance nettement plus élevés dans ce stade avancé, la capacité unique de cette créature convertit toute la puissance magique en défense, ce qui en fait un adversaire difficile à percer. La force brute et la présence de la bête soulignent le danger croissant qui l'attend. Le protagoniste décide de tester si ces créatures de la tribu de pierre remplissent les conditions passives de l'orbe pur. Avec une aura puissante rayonnant de sa main, il se prépare à affronter la menace imminente de front. Le protagoniste bat rapidement la statue de pierre de niveau 9, confirmant sa théorie sur l'effet de l'orbe pur. En conséquence, la vitesse de vol de l'orbe double, amplifiant sa mobilité. D'une affirmation confiante, il s'apprête à avancer au milieu du champ de bataille en ruine. Le protagoniste analyse les créatures de la tribu de pierre, notant que leur lenteur et leur faible évasion en font des cibles idéales pour l'orbe pur. Confirmant sa stratégie, la défaite de la statue de pierre de niveau 9 déclenche un doublement de la vitesse de vol de l'orbe, augmentant considérablement sa mobilité. La statue de pierre de niveau 8 a été vaincue, déclenchant une nouvelle augmentation de 100% de la vitesse de vol de l'orbe pur. Le protagoniste note ses réserves de magie, calculant que chaque utilisation de l'orbe pur consomme 50 points de magie, ne lui laissant que 2 tirs. Le champ de bataille reste jonché de débris de pierre brisés alors qu'il prépare son prochain mouvement. Le protagoniste évalue la situation, 2 créatures de la tribu de pierre chargent vers lui, et un ennemi de type boss reste caché. Avec seulement 3 adversaires restants, il se prépare à la confrontation imminente. La tension monte alors qu'il s'apprête à faire face à la suite. Alors que son orbe magique brille intensément, le protagoniste se ressaisit, réalisant qu'il doit abattre les 2 ennemis d'un seul coup. La pression monte alors qu'il se prépare à lancer son attaque, sachant que c'est sa seule chance d'économiser sa magie. Avec une lueur farouche s'allumant dans son œil, le protagoniste pousse un cri confiant et défiant, prend ça. Prêt à frapper avec tout ce qu'il a. Le tir puissant du protagoniste transperce les créatures de la tribu de pierre en pleine charge, pulvérisant les 2 statues à la fois. À chaque chute, la capacité, orbe pur, s'active, doublant sa vitesse de vol à chaque victoire. Le champ de bataille change à mesure que son élan s'intensifie, préparant le terrain pour le prochain défi. Épuisé et vidé de son énergie, le protagoniste s'effondre sur le sol rocailleux, luttant pour reprendre son souffle. Il réfléchit à la fatigue brutale qui le frappe juste avant que sa magie ne s'épuise, souhaitant désespérément une compétence capable de restaurer son énergie. En vérifiant son statut, le protagoniste réalise que sa vitesse a augmenté à 5 mètres par seconde. Fort de ce boost, il est désormais convaincu de pouvoir rattraper les ennemis qui tentent de fuir. La compétence, orbe pur, est révélée en détail. Elle lance une sphère parfaite qui vole à 5 mètres par seconde, transperçant tous les ennemis sur son passage tout en ignorant leur défense. Son effet passif double la vitesse de vol du protagoniste chaque fois qu'il bat un ennemi plus fort, expliquant l'actuel boost de vitesse de 500%. Un géant de pierre colossale émerge, sa forme rocheuse dégageant une puissance immense alors qu'il s'avance lourdement. Le système du protagoniste détecte une compétence de rembêcher ce redoutable adversaire. Les statistiques détaillées révèlent qu'il s'agit de l'homme de pierre géant d'IS-28 de la tribu de pierre, niveau 15, doté d'une capacité unique qui convertit toute la puissance magique en défense, en faisant un adversaire coriace avec une force totale de 777. Le protagoniste se prépare, reconnaissant la taille immense du géant de pierre devant lui. En activant « Briseur de tonnerre », son agilité augmente de 50%, de l'électricité crépitant autour de lui alors qu'il s'apprête à affronter l'imposant ennemi. Le protagoniste, crépitant d'énergie électrique, s'élance vers le haut en direction du géant de pierre imposant, se demandant si un seul tir d'orbe précis peut abattre un tel colosse. L'échelle de l'ennemi est écrasante alors qu'il prépare une attaque décisive. Le protagoniste se concentre intensément sur l'œil brillant du géant de pierre, envisageant une frappe critique. Avec l'électricité qui l'entoure, il considère que viser la tête pourrait être la clé pour percer sa défense redoutable. Le protagoniste réalise que l'orbe est trop petit pour infliger des dégâts significatifs. Même s'il parvient à pénétrer les défenses du géant de pierre, le doute s'installe alors que la taille écrasante de l'ennemi rend l'attaque futile. L'énergie électrique autour de lui s'intensifie, soulignant le désespoir de la situation. Dans un mouvement défensif rapide, le protagoniste active « Mur noir », créant une barrière puissante juste à temps pour bloquer un coup dévastateur. L'impact envoie des ondes de choc dans l'air, mais le bouclier tient bon, le protégeant de tout dommage. Le protagoniste grimace, coincé sous le poids écrasant du géant de pierre. Malgré sa résolution, il admet que l'ennemi est bien plus coriace qu'il ne l'avait initialement prévu, l'épuisement étant manifeste sur son visage meurtri.
L'ennemi active une compétence de Rambé appelée gigantification, déclenchant la capacité Overmimsy. Le processus de transformation vient de commencer, n'étant actuellement qu'à 1% de progression. Une exclamation soudaine rompt l'atmosphère tendue alors qu'un homme en costume réagit avec choc au téléphone, des perles de sueur trahissant son anxiété croissante. Derrière lui, une silhouette calme est assise, tournant le dos, inconsciente ou indifférente à la perturbation soudaine. La silhouette calme finit par se retourner, ses yeux brillant férocement derrière ses lunettes alors qu'il réprimande vertement l'homme pour avoir fait du bruit en sa présence. Son ton est froid et autoritaire, ne laissant aucune place à la discussion. L'homme en costume incline la tête en signe d'excuse, admettant que le bruit soudain l'a complètement pris au dépourvu. Pendant ce temps, l'homme aux lunettes reste sévère et inflexible, son regard aiguisé malgré les excuses. Le visage de l'homme se crispe sous le choc et l'urgence alors qu'il rapporte que quelqu'un a vaincu Oga et a forcé le passage vers le stade. Des perles de sueur sur sa tempe révèlent la gravité de la situation. La tension explose lorsqu'un homme portant un gilet doré scintillant brise violemment un verre de son poing. Son visage est masqué mais ses yeux brillent intensément. Une autre silhouette observe avec alarme, se rappelant l'affirmation selon laquelle personne en dessous du niveau 30 ne peut briser la défense de cet homme. La possibilité qu'un éveillé de niveau 30 ou plus soit apparu envoie une onde de choc dans la pièce. L'homme raisonne qu'avec la récente vague de monuments descendants, la plupart des éveillés de niveau 30 et plus sont occupés ailleurs, ce qui rend peu probable l'apparition de l'un d'eux ici. Il ajoute que les challengers du terrain d'exécution du rocher flamboyant sont pour la plupart des recrues de niveau 10, jetant davantage le doute sur l'identité de la menace. Le doute et l'incrédulité parcourent la pièce alors qu'un homme insiste sur le fait qu'il est impossible qu'un simple niveau 10 ait pu vaincre Oga. L'homme au gilet doré, calme mais sérieux, propose de rassembler des informations plus détaillées, sentant la nécessité de découvrir la vérité derrière cette percée choquante. L'homme au gilet doré suggère calmement que même si l'adversaire est de niveau 30, il devrait pouvoir arriver à temps au terrain d'exécution du rocher flamboyant, compte tenu de sa réputation pour ses bêtes de catastrophe tenaces qui retardent les challengers. Cependant, il avertit que sans connaître l'identité de l'opposant, ils doivent rester vigilants et prudents. Avec une détermination féroce brûlant dans ses yeux, il ordonne à tout le monde de bouger immédiatement, refusant de se répéter. L'urgence dans sa voix ne laisse aucune place à l'hésitation. Avec une résolution farouche, il lève le bras et jure de faire regretter amèrement sa décision à quiconque s'oppose à la famille Kinoshita. Sa déclaration résonne d'une confiance inébranlable, signalant un tournant dans leur lutte. Son pouvoir étant totalement restauré à 100%, le protagoniste se tient debout, entouré d'une aura lumineuse. Il pousse un soupir de soulagement, enfin libéré de la peur constante et de l'incertitude qui le faisait autrefois fuir comme une souris. Une bête de catastrophe colossale émerge, sa forme rocheuse et dentelée exudant une présence ancienne et menaçante. En son cœur, un cristal bleu incandescent pulse d'une énergie étrange, laissant deviner l'immense pouvoir contenu dans cet adversaire redoutable. Ses yeux jaunes perçants se fixent sur les challengers, signalant la menace imminente à laquelle ils doivent faire face. Le système confirme que l'analyse de la compétence de Rambé, gigantification, est terminée, signalant que le protagoniste est prêt à exploiter cette puissante capacité contre la menace qui plane. Au lieu de chercher une nouvelle compétence, le protagoniste se concentre sur l'orbe pur, désormais passé au niveau 2, impatient d'en découvrir les nouveaux effets. La capacité active de l'orbe lui permet de tirer une sphère parfaite qui pénètre tous les ennemis, avec le pouvoir supplémentaire d'ajuster sa taille en consommant de la magie. Son effet passif augmente considérablement la vitesse de vol chaque fois qu'il bat un ennemi plus coriace, ayant déjà augmenté la vitesse de 500%. Le protagoniste réalise que l'effet passif de l'orbe pur a doublé son bonus, augmentant désormais la vitesse de vol de 200% au lieu de 100%. Cette soudaine montée en puissance aiguise sa concentration au milieu de la bataille tendue. Le protagoniste, stimulé par l'amélioration de l'orbe pur, déclare avec impatience son intention de tester son pouvoir immédiatement. Le système confirme l'acquisition du niveau 2 de l'orbe, augmentant toutes les statistiques de 20, soignant les blessures et supprimant les malus, élevant ainsi considérablement les statistiques totales. Avec toute la magie consommée pour produire la taille maximale de l'orbe, le héros se prépare à déchaîner le plus grand orbe pur contre l'ennemi imposant et menaçant. Toute sa magie étant drainée jusqu'à ses limites, le protagoniste sourit avec assurance, reconnaissant qu'il a peut-être poussé la puissance de l'orbe pur un peu trop loin. Malgré l'épuisement, sa résolution reste inébranlable alors qu'il se prépare pour la suite. Après avoir vaincu l'homme de pierre géant, la capacité, orbe pur, du protagoniste s'active,
augmentant sa vitesse de vol de 200%, il s'émerveille de la taille immense de l'orbe qu'il a créé en y déversant toute sa magie. La vitesse de vol de l'orbe a atteint 7 mètres par seconde et, avec 2 autres étapes terminées, elle pourrait rivaliser avec la vitesse d'une voiture. Le protagoniste examine les détails de la compétence « Orbe pur », notant ses effets actifs et passifs, incluant une augmentation massive de la vitesse de 700% en battant des ennemis plus coriaces, réalisant la valeur des effets passifs, il reconnaît à quel point ils sont devenus utiles. Réalisant la synergie entre ses compétences, le protagoniste déduit que l'effet passif de l'explosion de Lotus, qui élargit la portée de toutes les compétences, doit également augmenter la portée de l'orbe pur. Cette intuition laisse présager un potentiel encore plus grand pour ses capacités. Le protagoniste découvre que l'explosion de Lotus possède un effet passif. Chaque fois qu'elle bat une créature vivante de niveau 1 ou supérieur, la portée de toutes les compétences augmente de 1%, cela signifie que ses capacités, y compris l'orbe pur, deviendront plus fortes et porteront plus loin à chaque victoire. En augmentant régulièrement l'effet passif de l'explosion de Lotus, le protagoniste envisage un avenir où il pourra vaincre des bêtes de catastrophe à des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres de distance. L'expansion de la portée de ses compétences promet une puissance et une portée sans précédent. Le protagoniste termine avec succès l'étape 15 en un peu plus de 3 minutes, établissant un nouveau record de temps. Cet exploit marque une nouvelle étape dans sa progression implacable. La foule est stupéfaite, réalisant que le protagoniste a pulvérisé le record impressionnant de 3 minutes et 19 secondes de Théo Agen. Leur choc et leur incrédulité soulèvent une question, quel genre de monstre pourrait accomplir un tel exploit? L'excitation monte alors qu'ils le voient émerger. Le doute parcourt les spectateurs qui se demandent pourquoi le protagoniste reste au niveau 0 malgré la réussite de l'étape. Il soupçonne un bug dans la notification de réussite et refuse de croire qu'il a réellement réussi, soulignant qu'il est indemne et seulement légèrement sale. L'incrédulité s'accentue alors qu'il lutte pour concilier son apparence impeccable avec le temps record établi. Une voix calme et confiante salue le succès impeccable du protagoniste, confirmant une fois de plus qu'il a terminé l'étape sans une seule égratignure. Le sourire subtil laisse deviner de l'admiration et peut-être une compréhension plus profonde de sa capacité extraordinaire. Un observateur au regard acéré, ses lunettes reflétant la faible lumière, souligne la vitesse étonnante du protagoniste par une remarque calme mais impressionnée. Cette rapidité inattendue ne fait qu'épaissir le mystère entourant cette performance parfaite. Avec un sourire confiant, le protagoniste explique nonchalamment que les bêtes de catastrophe étaient faibles en défense, ce qui les rendait faciles à vaincre. Son ton détaché ne fait qu'accentuer le mystère derrière sa victoire parfaite et sans effort. La curiosité du protagoniste est piquée alors qu'il contemple un papillon éthéré et brillant posé sur son bras. Il s'interroge sur sa signification, son expression mêlant surprise et intrigue. Une femme assurée aux longs cheveux bleus et portant des lunettes se présente comme une utilisatrice de Shikigami, présentant fièrement le papillon incandescent qui plane près de sa main comme étant son Shikigami. Sa posture posée et son sourire calme révèlent sa maîtrise et son lien avec ce pouvoir mystique. Le protagoniste murmure doucement, Tamashu, captivé par le papillon brillant posé délicatement sur ses doigts. Il admet que c'est sa première rencontre avec un Shikigami, exprimant une véritable admiration pour sa beauté délicate. Le protagoniste, toujours intrigué par les mystérieux pouvoirs dont il a été témoin, interroge la femme sur les différents types de métiers d'éveillé qui existent. Sa question révèle une curiosité croissante pour le monde plus vaste des capacités. Au-delà de ce qu'il a vu jusqu'à présent, la femme écoute attentivement, son expression montrant un mélange de surprise et d'intérêt. Avec un sourire confiant, elle explique que les métiers sont classés en 4 types principaux, laissant entendre que le protagoniste en a déjà rencontré 3. Son geste posé souligne l'importance de cette connaissance pour comprendre le monde des capacités éveillées. Elle explique que le premier type de métier éveillé est l'élémentaliste, des manieurs qui commandent les 7 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, le bois, le métal, la terre, le vent et la foudre. Parmi tous les éveillés, les élémentalistes sont les plus nombreux et possèdent les capacités de combat de base les plus élevées. Une soudaine poussée d'énergie électrique crépite violemment autour de sa main tendue alors qu'il se prépare, les yeux écarquillés par la détermination et l'urgence. La tension dans l'air laisse présager un éveil puissant ou un affrontement imminent. Les mots s'estompent, laissant un lourd silence rempli d'anticipation. Le deuxième type de métier éveillé est révélé, l'utilisateur de Shikigami, qui peut invoquer de puissants Shikigami n'obéissant qu'à lui seul. Le panneau présente une variété de ces êtres invoqués, un grand oiseau planant dans le ciel, un serpent massif enroulé sur lequel une personne se repose,
et une créature ardente et menaçante aux yeux brillants faisant face aux protagonistes soulignant la nature diverse et redoutable de leurs invocations. L'utilisatrice de Shikigami révèle que leurs esprits invoqués sont liés à eux depuis la naissance, soulignant la connexion profonde et durable qu'ils partagent. Debout avec assurance, elle dégage une présence calme mais puissante, accompagnée d'un Shikigami papillon brillant. Son statut et ses capacités restent largement mystérieux, ajoutant une aura d'intrigue à son rôle. Avec un sourire composé et un regard confiant derrière ses lunettes, elle rompt le silence, invitant aux questions d'un ton calme et autoritaire. Le protagoniste remet en question l'affirmation de l'utilisatrice de Shikigami, soulignant que son niveau est même inférieur à celui de son propre Shikigami. Le doute persiste alors qu'il lui demande si elle est vraiment une éveillée vétérane. L'évaluation brutale du protagoniste frappe fort, la qualifiant de faible sans aucune hésitation. Malgré la dureté des propos, elle reste imperturbable, du sang coulant de sa bouche alors qu'elle endure l'insulte en silence. La voix intérieure se demande si elle comprend seulement l'idée de modérer ses paroles. Elle ajuste ses lunettes d'un air pensif, expliquant que les Shikigami absorbent l'expérience et montent en niveau aux côtés de leur maître, les surpassant souvent en force. Cet éclairage remet en question les suppositions précédentes du protagoniste, suggérant une complexité plus profonde dans leur dynamique de pouvoir. Malgré la tension, son attitude calme reste intacte, révélant une confiance tranquille sous la surface. L'expression du protagoniste se durcit alors qu'il déduit que le moyen le plus rapide de vaincre un utilisateur de Shikigami est de cibler directement la personne, et non son esprit invoqué. Sa vision acérée transperce la complexité de leur stratégie de combat, révélant une résolution froide et calculée. Ses yeux se rétrécissent brusquement, sentant une énergie familière et troublante irradier à nouveau du protagoniste. L'aura négative qui l'entoure suscite un mélange de prudence et de curiosité, la poussant à s'interroger sur ce qui se cache sous son extérieur froid. Le protagoniste plisse les yeux, réclamant plus d'informations par une question tranchante. Il met l'autre au défi de révéler ce qui a été caché, soulignant que seuls 2 métiers ont été présentés jusqu'à présent. Son ton mêle suspicion et exigence, cherchant à découvrir toute l'étendue de leurs capacités. Elle hésite légèrement, une perle de sueur trahissant son malaise, alors qu'elle révèle que le 3e métier reste entouré de mystères avec très peu d'informations disponibles. Son ton est prudent, laissant deviner le poids que porte ce rôle inconnu. Une résolution sombre s'installe chez le protagoniste alors qu'il assimile la vérité troublante sur ce 3e métier inconnu. Son regard se durcit, le poids de l'incertitude alimentant une détermination silencieuse mais intense à découvrir ce qui est caché dans l'obscurité. Le véritable mystère réside dans le fait que chaque briseur d'ordre, order breaker, possède des capacités uniques, rendant ce 3e métier inconnu encore plus imprévisible. Le propre pouvoir du protagoniste est suggéré, symbolisé par le lotus bleu éthéré qui l'entoure, soulignant son ensemble de compétences distinctes et redoutables. Certains briseurs d'ordre possèdent la capacité extraordinaire de contrôler leur taille corporelle à volonté, changeant de forme avec aisance. D'autres peuvent créer des clones infinis, se multipliant sans fin pour submerger leurs adversaires. La diversité des pouvoirs s'étend encore plus loin, certains maniant des capacités qui défient les limites conventionnelles. Contrairement aux métiers réguliers, qui ont des compétences classées de CAS, les briseurs d'ordre ne possèdent que des compétences de rang Z qui se situent en dehors de cette hiérarchie traditionnelle. Cette classification unique les place à un niveau complètement différent, soulignant leurs capacités extraordinaires. Elle reconnaît le caractère unique du protagoniste, soulignant que même parmi l'élite des briseurs d'ordre, il apparaît comme une existence irrégulière. Son expression pensive souligne la gravité de cette révélation. Le protagoniste devient inquiet, réalisant qu'en l'absence de son professeur, toute discussion ultérieure à son sujet pourrait entraîner de graves ennuis. Son expression tendue révèle le poids de la situation qui pèse sur lui. Sa curiosité piquée, elle se penche avec un sourire entendu, l'interrogeant sur ce mystérieux dernier métier qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. La question reste en suspens, laissant présager des secrets encore à découvrir. Elle déclare d'un ton taquin qu'elle ne révélera le secret de ce mystérieux dernier métier qu'une fois qu'il l'aura expérimenté par lui-même, ajoutant que son silence sur sa propre personne mérite une punition. Son sourire confiant suggère une connexion plus profonde à venir. Elle sourit sciemment, expliquant qu'elle prévoit de terminer l'étape encore quelques fois. Il réplique avec un sourire narquois, soulignant que les étapes ont des périodes de récupération, celle-ci étant particulièrement longue, ce qui signifie qu'elle ne peut pas y retourner avant au moins 2 jours. Réalisant qu'il y a un temps de recharge entre les tentatives d'étapes, il comprend pourquoi Kinoshita domine les étapes, déterminé,
il décide de se concentrer sur l'augmentation de la puissance de l'explosion de Lotus puisqu'il ne peut pas améliorer l'effet passif de l'orbe pur pour le moment. Curieux et stratégique, il demande s'il existe une étape remplie de nombreuses bêtes de catastrophe, cherchant un défi qui pourrait repousser ses limites. L'étape suivante, appelée le désert des criquets, est envahie par un nombre énorme de bêtes de catastrophe, bien que leurs niveaux individuels ne soient pas très élevés, même une estimation prudente en compte au moins 100 de type criquet, un volume suffisant pour submerger de nombreux éveillés par le simple nombre. Elle l'avertit que sans compétence de zone, l'étape sera difficile, et lui demande quel est son plan. Il déclare avec assurance qu'il y va, tout en notant intérieurement qu'elle ignore qu'il possède de puissantes attaques de zone comme l'explosion de Lotus, car il ne les a pas encore utilisées devant elle. Elle le prévient que sans compétence à effet de zone, le désert des criquets sera extrêmement difficile, imperturbable. Il l'assure avec confiance qu'il s'en sortira et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ses compagnons observent avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, l'un d'eux murmurant qu'il ne connaît vraiment pas la peur, visiblement déstabilisé par la résolution intrépide du protagoniste. Une silhouette ombragée scrute intensément l'obscurité, l'incrédulité marquant sa voix alors qu'il s'interroge sur l'absence de la moindre personne. Le silence inquiétant ne fait qu'approfondir le mystère entourant la menace imminente. Les deux hommes échangent des paroles tendues, l'un confirmant que la cible a disparu, tandis que l'autre a du mal à croire qu'il soit possible d'avoir terminé le terrain d'exécution du rocher flamboyant en seulement 30 minutes. L'incrédulité et l'urgence pèsent lourdement alors qu'il tente de saisir la rapidité de la progression du protagoniste. Un homme admet à contre-cœur l'incroyable vérité, demandant ce que l'autre compte faire ensuite. Ce dernier serre les dents de frustration, convaincu qu'on se moque de lui. Un homme raisonne que si le protagoniste a utilisé des compétences, il devrait rester des traces de magie résiduelles. Sans hésitation, il ordonne de contacter le limier pour qu'il traque immédiatement la cible. Ses yeux brillent d'une détermination farouche alors qu'il serre le poing, jurant de capturer le protagoniste vivant à tout prix. La menace est claire, il s'assurera que la cible connaisse le véritable sens de l'enfer sur Terre. Caché dans l'ombre d'une ruelle sombre, une silhouette bouillonne de frustration, réalisant la force inattendue du subordonné de Kinoshita Reiji, le regret l'envahit alors qu'il se maudit d'avoir accepté la demande d'assassinat, ayant manifestement sous-estimé les alliés de sa cible. Meurtri et épuisé, il réalise que sans sa technique d'évasion de terre, il aurait été tué par son poursuivant implacable. Le poids de cette mort évitée de justesse pèse lourdement sur lui alors qu'il reprend son souffle. Respirant avec difficulté et malmené, il se convainc qu'avoir atteint ce point signifie qu'il est enfin en sécurité, mais la tension dans ses yeux trahit un doute persistant, suggérant que le danger pourrait être encore proche. Juste au moment où l'homme pense pouvoir placer un mot, une bête massive et menaçante se jette sur lui, le plaquant contre le mur. Depuis les ombres, une voix froide ordonne à la créature de se retenir, signalant que l'homme a encore quelque chose d'important à dire. La tension grimpe alors que la menace s'atténue momentanément, mais le danger reste omniprésent. Meurtri et immobilisé, il peine à comprendre comment son poursuivant a réussi à le retrouver malgré ses efforts pour s'échapper. Sa voix tremble d'un mélange de peur et d'incrédulité alors qu'il pose cette question glaçante. Le personnage au chapeau révèle la terrifiante vérité, leur mort possède un odorat très fin, expliquant comment ils ont traqué l'homme malgré ses tentatives désespérées pour se cacher. La bête monstrueuse reste fixée sur sa proie, ses yeux rouges brillants rappelant froidement le danger qui plane toujours. Le personnage au chapeau révèle la terrifiante vérité, la bête monstrueuse, le limier Charles, peut détecter sa proie. Son calme contraste vivement avec la présence de la créature aux yeux brillants à ses côtés. Des larmes coulent sur son visage meurtri alors que le désespoir l'envahit, sa voix n'étant plus qu'un murmure implorant la pitié. La peur accablante se lit dans ses yeux écarquillés et tremblants, suppliant pour que sa vie soit épargnée. L'homme au chapeau répond avec un calme glacial, avertissant qu'accéder à sa demande mettrait Kinoshita en colère. Il ajoute de façon sinistre que la mort elle-même n'a pas goûté à la chair humaine depuis bien longtemps, suggérant les conséquences mortelles à venir. La bête monstrueuse, le limier Charles, s'élance avec une intensité féroce, ses yeux rouges brillant d'une intention meurtrière, ses crocs acérés sont découverts, prêts à déchirer sa proie sans merci, l'air crépite sous la puissance brute de l'attaque imminente. Le personnage annonce calmement que le limier de la mort a enfin monté de niveau. Les nouvelles statistiques révèlent la croissance impressionnante de la créature, niveau 16 avec des compétences puissantes comme l'odeur de la mort, qui détecte et traque la magie, et le désir de réapparition, qui réduit considérablement son temps de réapparition. Son attaque et son agilité ont grimpé à 250,
en faisant une force redoutable au combat. Une prise de conscience tendue apparaît alors que l'homme, le visage partiellement ombragé et les yeux écarquillés par l'inquiétude, demande si quelqu'un a été gravement blessé. La gravité de la situation s'installe alors qu'il analyse les implications des dégâts infligés. Avec un sourire entendu, l'homme fait signe à la mort, le limier monstrueux, de se mettre en route alors qu'une nouvelle cible émerge. Les yeux rouges brillants et les crocs baveux de la bête laissent présager le début d'une chasse mortelle. La vaste étendue du désert des criquets s'étend sous un ciel radieux, menant à une structure mystérieuse en forme de dôme au loin. Notre héros se tient au bord du champ doré, se demandant si c'est vraiment l'endroit qu'il recherche. Notre héros contemple les champs de blé à perte de vue, sa voix teintée de doute alors qu'il se demande si un essaim de criquets aussi vaste pourrait vraiment se trouver ici. Le ciel serein contraste fortement avec cette pensée inquiétante. La compagne explique que les bêtes de catastrophe ont tendance à envahir les environnements qui leur conviennent le mieux, ce qui rend crucial pour les éveillés de prédire leur type en fonction de l'entourage. Notre héros écoute attentivement, commençant à comprendre l'importance de cette analyse alors qu'il s'approche de la structure en dôme. L'absence de comptoir d'accueil signale la gravité de la situation. La compagne révèle que le danger ici est si extrême que des plans ont déjà avancé pour démanteler entièrement l'étape. Notre héros demande pourquoi la menace ici est classée en dessous du niveau 13 par rapport au célèbre terrain d'exécution du rocher flamboyant, se demandant pourquoi une telle résolution est nécessaire. Sa compagne écoute pensivement, laissant entrevoir des dangers plus profonds encore à révéler. La compagne avertit que cet endroit est envahi par des bêtes de catastrophe qui sont non seulement agressives mais aussi anormalement nombreuses. Notre héros fait face à la masse écrasante, réalisant la véritable ampleur de la menace qui le guette. L'avertissement sinistre résonne, soulignant la menace mortelle qui atteint, jusqu'à la moelle de vos os. À proximité, des créatures inquiétantes ressemblant à des insectes rampent sur un crâne fêlé, symbolisant le danger profondément enraciné dans ce lieu désolé. Malgré le danger écrasant, la confiance calme de notre héros contraste fortement avec l'avertissement cinglant de sa compagne. Elle remet en question son attitude téméraire, lui demandant s'il est pressé de mourir, soulignant le risque mortel auquel ils font face. Elle réfléchit solennellement à la situation, soulignant qu'il a choisi d'entrer dans cette étape mortelle de son plein gré. Malgré ses efforts pour le préparer avec tous les conseils qu'elle pouvait offrir, le poids du danger reste indéniable. La panique la frappe lorsqu'elle réalise qu'elle a oublié de le prévenir que les criquets continueront de réapparaître sans fin à moins que le boss ne soit vaincu. Déterminée à prévenir une catastrophe, elle décide de se précipiter pour prévenir Tama immédiatement. Avec un sourire narquois plein de confiance, il déclare hardiment son intention d'exterminer les nuisibles, prêt à affronter l'essaim implacable de front. Le désert aride est envahi par d'innombrables criquets, chacun étant étonnamment faible individuellement mais écrasant par leur nombre. Notre héros analyse leurs statistiques, notant leur bas niveau et l'absence de capacité spéciale, tout en reconnaissant qu'ils remplissent les conditions pour une explosion de lotus dévastatrice. Face à cette horde massive, il ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant l'échelle incroyable de la menace devant lui. Avec un sourire confiant, il invoque l'explosion de lotus luminescente, prêt à déchaîner son pouvoir dévastateur. Il prévoit d'écraser l'essaim entier en un seul coup décisif dès qu'ils entreront dans sa portée. Avec un cri féroce de « Maintenant », il déclenche l'explosion de lotus, engloutissant l'essaim tourbillonnant de criquets dans une explosion de puissance dévastatrice. Le champ de bataille tremble alors que la force écrasante commence à broyer les innombrables nuisibles en un seul coup décisif. L'explosion pulvérise l'essaim, chaque criquet vaincu déclenchant une augmentation de la portée de ses compétences de 1%, se tenant au milieu des décombres fumants, il reste calme et posé, sa puissance submergeant clairement la horde implacable. Le champ de bataille s'apaise alors que la poussière et les braises tourbillonnent autour du héros victorieux. La compétence explosion de Lotus est révélée en détail, une capacité active qui consomme de la magie pour infliger des dégâts explosifs dans un diamètre de 10,5 mètres, avec une puissance indexée sur la magie utilisée. Son effet passif augmente la portée de toutes les compétences de 1% pour chaque ennemi de niveau 1 ou supérieur vaincu, atteignant actuellement un total impressionnant de plus 110%. Le héros calcule le boost exact de sa récente victoire, réalisant que vaincre 110 ennemis accorde une augmentation de 10% de la portée des compétences. Cette poussée élargit le diamètre effectif de l'explosion de Lotus à un impressionnant 10,5 mètres, une amélioration significative qu'il salue avec une satisfaction tranquille. En calculant ses réserves magiques, le héros détermine que l'utilisation de 10% de sa magie pour libérer 10% de sa puissance de feu est suffisante contre ces bêtes de catastrophe, avec environ 10 tirs supplémentaires possibles.
il réalise qu'il peut augmenter sa portée de compétences d'un total étonnant de 1000%, bien que les temps de recharge ralentissent sa progression. Malgré cela, il reste confiant dans sa gestion stratégique des ressources pendant le combat. Le héros remarque quelque chose d'inhabituel, sa notification de réussite de défi n'est pas apparue comme prévu, une lueur d'inquiétude traverse son visage alors qu'il murmure « Ne me dites pas que ». Une nouvelle alerte de compétence clignote, une capacité de rang s'est appelée « Volonté de la mer » a été détectée, le système active « Over-Mimsy », lançant l'analyse à une progression lente de 1%, ce développement inattendu laisse présager un pouvoir caché encore à comprendre. Une prise de conscience soudaine le frappe, malgré la dévastation, quelqu'un a survécu, ses yeux aiguisés se rétrécissent alors qu'il analyse ce développement inattendu. Réalisant que la volonté de la mer est la compétence du boss, il admet avoir baissé sa garde, croyant à tort qu'il n'y avait pas de boss, bien qu'il puisse encore étendre sa portée avec l'explosion de Lotus, le véritable défi est maintenant qu'il n'a aucune idée d'où le boss se cache. Déterminé, il canalise son pouvoir, allumant un lotus incandescent dans ses mains alors que sa résolution s'endurcit, sans vision claire du boss, il décide d'éliminer chaque ennemi mineur pour forcer la véritable menace à se découvrir, sa stratégie est fixée, débusquer le danger caché en nettoyant d'abord le terrain. Avec une puissante explosion, le protagoniste déclenche l'explosion de Lotus, pulvérisant plusieurs criquets maléfiques à la fois, chaque ennemi vaincu augmente la portée de ses compétences de 1%, accroissant rapidement sa puissance. Sa portée totale a maintenant bondi à un impressionnant plus 220%, marquant un saut significatif dans son potentiel de combat. Le protagoniste note avec une intensité concentrée que la portée de l'explosion de Lotus s'est étendue à un diamètre impressionnant de 16 mètres, soulignant son efficacité exceptionnelle, ses yeux reflètent un mélange de détermination et de calcul alors qu'il évalue sa puissance croissante. La description de la compétence, explosion de Lotus, NVE2, apparaît, révélant qu'elle consomme de la magie pour infliger des dégâts explosifs aux ennemis dans un rayon de 16 mètres de diamètre. La puissance de l'attaque est proportionnelle à la magie de l'utilisateur, soulignant son potentiel destructeur. Malgré la défaite rapide de 10 ennemis mineurs, la concentration du protagoniste s'aiguise avec une pointe de frustration. Où est le boss? La fumée et les braises persistantes autour de lui soulignent l'intensité de la bataille, pourtant le véritable défi reste insaisissable. Le protagoniste réalise que les ennemis sont réapparus, leur nombre implacable émergeant du sol fissuré, malgré l'analyse en cours n'affichant que 27% de progression, il calcule qu'il peut encore déclencher l'explosion de Lotus 9 fois avec sa magie restante, avec une détermination ardente, il se prépare à frapper à nouveau, jurant d'éliminer chaque adversaire qui apparaît. Le protagoniste se tient accablé, fixant les sèmes infinies d'ennemis inondant le champ de bataille. La frustration déborde alors qu'il réalise que l'assaut acharné ne montre aucun signe d'arrêt. Le protagoniste envisage l'option de battre en retraite pour analyser davantage la situation, mais sa fierté et sa détermination le retiennent, il refuse de reculer, rejetant une telle hésitation comme étant le propre des combattants médiocres. Sa résolution s'endurcit alors qu'il se prépare à affronter le défi de front. Avec une détermination ardente enflammant sa main, le protagoniste canalise son pouvoir dans une frappe féroce, jurant de vaincre chaque bête de catastrophe quel que soit leur nombre, ses yeux brûlent d'une résolution inébranlable alors qu'il se prépare à libérer sa prochaine attaque dévastatrice. La douleur traverse son corps alors que des éclats tranchants percent sa peau, mais il serre les dents et se stabilise, dans un souffle tendu, il déclare, avec ça, prêt à repousser ses limites malgré l'agonie. Le protagoniste réalise que la vague incessante de bêtes de catastrophe ne montre aucun signe d'affaiblissement, leur nombre étant toujours écrasant. Malgré le chaos, son système d'analyse se rapproche de l'achèvement, étant désormais à 91%, laissant présager une percée cruciale à l'horizon. Déterminé à terminer cette étape avant de continuer, il pousse vers l'avant malgré la pression. Soudain, il acquiert « Détection magique » NV1, augmentant toutes ses statistiques de 10, supprimant tous les malus et soignant complètement ses blessures, avec une force renouvelée. Il concentre son pouvoir pour localiser le boss grâce à sa nouvelle capacité. Ses yeux s'ouvrent avec une clarté perçante, la nouvelle capacité de détection magique révélant enfin l'emplacement du boss. Là, crie-t-il, prêt à affronter la véritable menace. Le boss, entouré d'une masse tourbillonnante d'énergie sombre, avertit froidement que même utiliser leurs enfants comme bouclier ne les sauvera pas, la puissance sinistre irradie de la créature, signalant qu'une confrontation terrifiante est sur le point de se produire. Le boss rejette l'attaque,
la déclarant inutile malgré la confiance du protagoniste qui estime que l'effet passif de l'explosion de Lotus et la distance de vol de l'orbe pur devraient suffire pour l'atteindre. La distance de vol de l'orbe pur est confirmée à 120 mètres, préparant le terrain pour un affrontement critique. Le boss libère une décharge d'énergie électrique crépitante, sa forme sombre et menaçante se détachant sur le fond incandescent. Au premier plan, une créature massive ressemblant à un insecte prend son envol, ajoutant au chaos de la bataille imminente. La tension monte alors que la véritable ampleur de la menace devient indéniable. Avec une lueur féroce dans les yeux et une énergie crépitante tourbillonnant autour de lui, le protagoniste déclare hardiment « échec et mat », signalant un mouvement décisif dans la bataille qui s'intensifie. Avec une féroce poussée de puissance crépitant autour de lui, le protagoniste frappe la créature massive ressemblant à un insecte avec une lame incandescente, brisant sa carapace blindée. Son sourire confiant révèle le frisson de prendre le dessus dans cette confrontation mortelle. L'air crépite d'énergie électrique alors que la bataille atteint un tournant critique. Le protagoniste se tient résolu, sa forme partiellement blindée de fragments cristallins tranchants, alors qu'il observe les conséquences. Une tempête tourbillonnante de chaos se profile devant lui, témoignage de l'effondrement de l'ennemi. Il réfléchit calmement, ils ont sombré dans le chaos après avoir perdu leur reine, signalant un changement dans le cours de la bataille. Le protagoniste vérifie l'heure, surpris qu'il lui ait fallu 17 minutes pour accomplir sa tâche. Il se dit que Showa doit s'inquiéter à présent, laissant entendre l'urgence et les enjeux derrière sa mission. Le protagoniste s'attend à un accueil glacial à son retour, prévoyant qu'elle agira de nouveau de manière distante malgré ses efforts. La femme ajuste ses lunettes d'un air pensif, suggérant une dynamique complexe entre eux. La tension persiste alors que des sentiments non dits flottent sous la surface. Le protagoniste revient, son sourire confiant perçant la tension alors qu'il s'excuse d'avoir fait s'inquiéter Showa. Malgré la tempête qui menace à l'extérieur, il essaie d'alléger l'atmosphère, marquant un bref moment de soulagement au milieu du chaos. La femme, meurtrie mais déterminée, agrippe fermement la jambe du protagoniste, son expression mêlant soulagement et épuisement. En bas, l'homme aux yeux rouges brillants rétrécit son regard, l'affrontant avec une question glaçante qui confirme les enjeux élevés. Avoir survécu seul fait de lui la cible que Regitrak. Un homme au regard calme mais intense remarque le silence obstiné de quelqu'un. Même dans son état vulnérable actuel, son expression laisse deviner un mélange de frustration et de respect. Sa voix transperce la tension, tranchante et autoritaire, exigeant qu'elle soit libérée de l'emprise de ceux qu'il méprise. L'intensité tranquille de son ton ne laisse aucune place à la discussion. Une attaque électrique féroce éclate alors que le Shikigami de Ranbei, connu sous le nom de « limier de la mort », est déchaîné. Simultanément, une capacité appelée « Over-Mimsy » s'active, commençant son analyse à un rythme lent mais régulier. La réalisation est brutale, le chien féroce aux yeux rouges brillants est bel et bien un Shikigami. Cela confirme que l'homme mystérieux au chapeau est un utilisateur de Shikigami, ajoutant un nouveau niveau de danger à la situation. Pendant ce temps, l'analyse de cette révélation ne fait que commencer, progressant lentement à 12%. Avec une détermination farouche, il commande le limier de la mort, saisissant fermement sa tête hargneuse alors qu'il déchaîne une puissante attaque. Ses yeux brillent d'intensité, égalant l'éclat ardent des yeux rouges du Shikigami. L'homme sourit avec assurance, avertissant que la morsure du limier de la mort peut broyer n'importe quel ennemi ayant une défense inférieure à 30, il raille en disant que le mieux que l'on puisse espérer est de perdre un bras dans ses mâchoires mortelles. Dans un rugissement féroce, le limier de la mort s'élance, mâchoires grandes ouvertes, prêt à broyer sa cible. Une énergie violette aveuglante surgit de sa gueule, accompagnée d'un impact brutal qui envoie des ondes de choc dans l'air. La morsure mortelle frappe avec une force imparable, scellant le triste sort de sa victime. L'analyse avance rapidement à 77%, révélant une vérité cruciale. Sans leur Shikigami, un utilisateur de Shikigami est pratiquement sans défense. Le protagoniste jette un morceau brisé de son Shikigami, soulignant la vulnérabilité qu'entraîne cette perte. Le limier de la mort laisse échapper un rugissement féroce, ses mâchoires se refermant avec une puissance terrifiante. L'impact résonne dans l'air, signalant la force mortelle derrière sa morsure. Le protagoniste se tient fermement, son bras de Shikigami brisé étant désormais remplacé par une arme cristalline tranchante. Depuis l'ombre, une silhouette remet en question ses connaissances, doutant de lui comme d'une simple recrue qui ne comprend pas les véritables dangers à venir. Le limier de la mort s'effondre, mais sa capacité de réapparition de Shikigami se déclenche, révélant un avantage crucial. Grâce à la compétence de Ranbei, désir de réapparition, son temps de renaissance est considérablement raccourci.
en faisant une menace implacable. La silhouette de mauvais augure avertit le protagoniste que l'insouciance ne fera de lui que la proie de la mort. Derrière lui, le limier de la mort bondit, mâchoires grandes ouvertes, incarnant la menace mortelle qui se rapproche de plus en plus. Le protagoniste active la détection magique, envoyant des ondes ondulantes qui scannent la zone à la recherche d'une présence magique cachée. Cette vigilance accrue pourrait révéler des menaces invisibles tapies à proximité. Le protagoniste réfléchit au fait que garder la détection magique active depuis son acquisition s'est avéré inestimable, alors que le limier de la mort bondit violemment. La vigilance constante de la compétence confirme que c'était la bonne décision de maintenir cette conscience accrue. L'interface du protagoniste affiche une barre de progression claire, désormais à 91%, signalant l'achèvement imminent d'un processus crucial ou de l'activation d'une compétence. Ce repère visuel accentue la tension, indiquant que le temps presse alors que la menace se rapproche. L'analyse du protagoniste est presque terminée, atteignant 95%, alors qu'il anticipe l'arrivée du Lotus bleu via Overmimsy. Il sait que cette apparition soudaine pourrait rendre leur adversaire plus prudent, modifiant potentiellement la dynamique de la bataille. Pendant ce temps, la tension monte alors que les autres personnages restent sur le qui-vive, prêts pour la suite. Une perle de sueur coule alors que la tension monte et que la prise de conscience s'installe. Cet adversaire surpasse même la mort en puissance et en vitesse, armé de compétences de détection qui rendent toute attaque surprise impossible. Les enjeux viennent d'augmenter et la pression est palpable. La tension s'intensifie alors qu'un homme désespéré tient une femme blessée en otage, prévenant que toute résistance lui coûtera la vie. Son emprise est serrée, son expression féroce, l'utilisant comme bouclier pour forcer l'obéissance. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, avec des vies innocentes en balance. Notre héros pèse le risque de révéler le Lotus bleu prématurément, espérant terminer son analyse inaperçue. Pourtant, l'urgence de la situation le force à reconsidérer son approche prudente. La tension s'accroît alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement. L'analyse arrive enfin à son terme, progression de 100% atteinte, avec les données critiques désormais entièrement débloquées. Le héros se prépare à agir de manière décisive, sachant que le moment de révéler le Lotus bleu est venu. La tension monte d'un cran alors que les dernières pièces se mettent en place. L'analyse du « dévoreur de mort » est terminée, et le héros acquiert la puissante capacité « dévoreur de Shikigami ». Cette compétence lui permet de prendre le contrôle du Shikigami d'un adversaire par simple contact, retournant la propre puissance de l'ennemi contre lui. Le héros réalise qu'il peut contrôler l'apparence du Shikigami sans révéler le Lotus bleu, un avantage stratégique. Cependant, l'activation incomplète de Mimsy signifie qu'il manque la suppression des malus et la récupération complète. Malgré ce compromis, ses statistiques ont tout de même augmenté de manière significative, marquant un gain coûteux mais rentable. Bien qu'il ait manqué la récupération complète cette fois, le héros se rappelle qu'il s'est totalement soigné lors de l'étape précédente, lui permettant de combattre presque à pleine puissance sans avoir besoin de récupérer à nouveau. Maintenant, avec sa nouvelle capacité, il réalise qu'il peut voler et contrôler les Shikigami des autres, tournant leur pouvoir à son avantage. Le héros contemple son prochain mouvement, le Lotus bleu incandescent tourbillonnant d'énergie dans ses mains. Avec une résolution nouvelle, il se prépare à exploiter ce pouvoir à son plein potentiel. Avec une détermination féroce brûlant dans ses yeux, le héros s'élance, criant son intention de s'emparer du Shikigami de l'adversaire. Son pouvoir surgit violemment, prêt à arracher le contrôle du chien ennemi et à inverser le cours de la bataille. L'ennemi riposte violemment, déchaînant une attaque puissante dans un cri de frustration. Son désespoir est évident alors qu'il réprimande son Shikigami, exigeant des résultats après tous les efforts qu'il a investis. La tension monte d'un cran à mesure que le combat s'intensifie. Le désespoir de l'ennemi s'accentue alors qu'il menace la femme blessée qu'il tient en otage, prévenant que toute résistance lui coûtera la vie. Des perles de sueur sur son visage révèlent la pression croissante dans cette confrontation tendue. Le héros lève les mains en signe de reddition, sa voix est ferme alors qu'il avertit l'ennemi de ne pas faire de mal à l'otage. La tension reste élevée alors qu'il navigue prudemment dans cette impasse dangereuse. L'expression de l'ennemi se tord en un rictus froid alors qu'il blâme la résistance du héros pour la souffrance de la femme, ses paroles dégoulinant d'une satisfaction cruelle. Sa confiance masque le désespoir sous-jacent, révélant un homme qui croit que le contrôle a toujours été à sa portée. Le regard calme mais perçant du héros transperce la tension alors qu'il interroge les motivations de l'ennemi, véritablement intrigué par l'attaque personnelle. Ses paroles portent un mélange de défi et de curiosité, remettant en question la rancœur qui alimente le conflit. L'ennemi révèle son identité en tant que Charles le Limier, envoyé par M,
Kinoshita régit pour capturer le héros pour intrusion dans une zone restreinte. Il avertit froidement que le héros devra bientôt faire face à Reggie quoi qu'il arrive, aggravant la menace qui pèse sur cette confrontation tendue. Pendant ce temps, l'otage reste fermement maintenu, sa détresse est palpable. La silhouette du héros se détache sur un ciel morne alors qu'il contemple la menace récurrente posée par Kinoshita Reggie. Déterminé, il est résolu d'affronter Reggie face à face et de régler leur conflit directement. Charles nargue le héros avec la promesse cruelle d'un corps meurtri lorsqu'il rencontrera enfin Reggie. Il prévient que la mort viendra rapidement si le héros continue de se protéger avec son étrange pouvoir de glace, le mettant au défi de choisir entre sa défense et la vie de l'otage. Charles ordonne froidement à sa bête d'attaquer, lui commandant de dévorer les deux jambes du héros, intensifiant la menace mortelle dans une démonstration glaçante d'intention impitoyable. Le visage de l'homme se tord sous le choc et la douleur alors qu'il crie son incrédulité, incapable de comprendre pourquoi sa propre bête s'est retournée contre lui. Son plaidoyer désespéré révèle une trahison plus profonde que n'importe quelle blessure. La bête monstrueuse, les yeux brillants d'une lumière sinistre, grogne férocement aux côtés du héros, ses dents acérées dévoilées dans un sourire menaçant. Malgré le danger, le héros reste calme et résolu, son regard fixe alors que les mots glaçants « bien joué » résonnent dans l'air tendu. Le héros, enveloppé d'une aura sombre et inquiétante avec un œil rouge brillant, berce protectricement la femme blessée alors qu'il jure de faire payer la douleur endurée par Showa de nombreuses fois. Sa voix porte une promesse féroce de châtiment, avertissant que ceux qui leur ont fait du mal regretteront profondément leurs actes. L'énergie intense qui l'entoure signale une puissante transformation, prête à déchaîner la justice. Le désespoir se lit sur son visage alors qu'il implore la compréhension, confessant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de Reggie. Dans un revirement soudain, il propose une alliance précaire, offrant d'attirer Reggie pour aider la cause du héros. Une voix froide et calculatrice prend acte de l'offre précaire du héros, ses yeux rouges brillants perçant l'obscurité alors qu'elle accepte la proposition avec une approbation glaçante. Une lueur d'espoir soudaine brille dans les yeux du méchant alors qu'il saisit une opportunité critique, son expression tendue se transforme en un sourire sinistre, reconnaissant une rare chance d'inverser la tendance. Avec un cri de guerre féroce, le méchant lance une attaque dévastatrice, son énergie fendant l'air comme une lame mortelle. Le protagoniste se prépare à l'impact, pris dans la force aveuglante de l'assaut. La tension monte alors que le choc éclate dans une démonstration de puissance éblouissante. Le regard du héros se durcit d'une résolution inébranlable, reflétant le tranchant de sa lame alors qu'il se prépare à affronter la tempête qui arrive. Chaque fibre de son être est concentrée, prête à relever le défi de front. Le moment est lourd d'anticipation, l'issue de la bataille vacillant sur le fil de son épée. La confiance du méchant monte en flèche alors qu'il déclare sa puissance écrasante, insistant sur le fait qu'il suffit à lui seul pour tuer Kinoshita Reggie. Ses paroles glaçantes résonnent d'une certitude mortelle, refusant toute interférence. Les enjeux de la bataille s'intensifient alors que sa résolution s'affine en une promesse létale. Le protagoniste se tient fermement, berçant un allié blessé alors qu'un loup monstrueux grogne férocement à ses côtés. Avec un commandement glaçant, il ordonne à la mort de livrer le même sort impitoyable qui a frappé Showa. La menace sinistre plane lourdement dans l'air maintenant, c'est l'heure du repas. Le loup monstrueux s'élance, ses yeux brûlants d'une lueur féroce et d'un autre monde, et ses dents dévoilées dans un grognement sauvage. L'air crépite de tension alors que la bête se rapproche de sa cible, incarnant la menace mortelle ordonnée quelques instants plus tôt. La silhouette ombragée au premier plan se prépare à l'attaque imminente, le danger de la bataille étant palpable à chaque souffle. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il implore désespérément, rappelant à la mort leurs liens et les soins qu'il lui a prodigués. Sa voix tremble d'un mélange de peur et de chagrin, luttant pour conserver le dernier fil de contrôle. Le poids de la trahison et de la perte s'abat sur lui, le laissant au bord du désespoir. Le loup monstrueux bondit, mâchoires grandes ouvertes et salive dégoulinante, s'apprêtant à frapper avec une force mortelle, mais la silhouette ombragée reste immobile, tenant une femme sans effort d'un bras, sa voix calme tranchant la tension alors qu'il affronte la bête, révélant une connexion plus profonde. Avec un regard perçant, le protagoniste défie l'adversaire invisible. Sa voix est assurée et autoritaire alors qu'il exige qu'il se révèle au lieu de se cacher plus longtemps. La tension s'épaissit alors qu'il affronte le mystère de front, refusant de reculer.